Louis Bénédy, bonsoir. Bonsoir Benoît Cosset. Allez, les aventuriers de l'étrange, Oui. comme d'habitude à partir de 22h. Et on va parler de la franc-maçonnerie ce soir. J'ai découvert en planchant sur ce dossier que Louis Armstrong, par exemple, le grand jazzman, était franc-maçon. Joséphine Baker aussi. Il y en a un paquet. Hein. Ah oui, on en pareil, découvre pareil. tout le temps. Oui. Mozart. Oui, c'est vrai, Mozart. Christian Jacques a consacré un très bon livre. D'ailleurs, Christian Jacques qui a été l'invité d'une émission mémorable des aventuriers de l'étrange. Franc-maçonnerie aussi parfois controversée. Enfin bon, on va parler de tout ça. On va en parler aussi. Parler, Évidemment. Bon, les aventuriers de l'étrange, c'est dans quelques instants sur Sud Radio. Le sport, rendez-vous demain à partir de 15h. Passez une excellente soirée. Sud Radio. Samedi et dimanche, 22h minuit. Louis Bénédy, les aventuriers de l'étrange. Che Silorio Massarini sostiene Retina Forza. Bonsoir et bienvenue dans les aventuriers de l'étrange sur Sud Radio. Louis Armstrong, Edwin Aldrin, un des premiers hommes à avoir marché sur la Lune après Armstrong, Joséphine Baker, André Citroën, Buffalo Bill, Le Corbusier, Pierre Mendès France, Mozart, Jules Verne ou encore Émile Zola. Toutes ces grandes personnalités ont appartenu à la franc-maçonnerie. Alors, quelles sont les origines de la franc-maçonnerie? À quoi cela sert d'être franc-maçon? Que font les francs-maçons lorsqu'ils se retrouvent entre eux dans une loge? La franc-maçonnerie joue-t-elle un rôle actif dans la société française? Qu'en est-il de l'affairisme dans la franc-maçonnerie? Ce soir, nous allons répondre, ou du moins essayer de répondre à toutes ces questions avec plusieurs invités. J'ai le plaisir de recevoir avec nous au téléphone Jean-Michel Quiardet, qui est grand maître du Grand Orient de France. Bonsoir. Bonsoir. Merci de nous accorder un petit peu de votre temps parce que vous êtes en congrès, je crois, actuellement. Nous sommes, nous venons de terminer le congrès et nous sommes dans un banquet républicain. Ah, très bien. Donc, avec vous, nous allons évoquer les différentes questions que je viens de poser. Également, comme invité, Monsieur Jean-Louis Cany, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes grand officier national de la Grande Loge nationale de France, je n'ai rien oublié. Exactement, c'est ça. Très bien. C'est ce titre. Donc nous allons avec vous deux évoquer ces questions. Un peu plus tard dans la soirée, Madame Danielle Chevalier, qui est conseillère fédérale pour la région sud-ouest de la Grande Loge féminine de France, sera avec nous aux alentours donc, comme je vous l'ai dit, de 23h. Nous aurons aussi avec nous deux auteurs d'un livre qui vient d'être publié aux éditions d'Hervy. Les deux auteurs sont Monique Cara et Marc de Jode. Le livre s'intitule « Le dictionnaire des francs-maçons illustres ». Ils nous feront découvrir le parcours maçonnique de quelques personnages célèbres comme Louis Armstrong par exemple. Alors, vous le savez, vous êtes les bienvenus dans cette émission si vous voulez poser des questions à nos invités ou nous faire part de vos commentaires ou vos réactions. Vous avez deux possibilités par SMS. Tout d'abord, vous tapez Sud sur votre portable, vous laissez un espace, vous rédigez ensuite votre réaction, votre commentaire, votre question et votre numéro de téléphone, pourquoi pas si vous voulez que l'on vous rappelle, et vous envoyez le tout au 71 200 ou encore vous avez la possibilité du téléphone classique, vous composez le 0826 300 300, 0826 300 300 et Cyril qui est au standard me fera part de vos réactions et si vous le désirez, vous interviendrez à l'antenne. Bienvenue donc dans les aventuriers de l'étrange. Jean-Michel Quiardet, donc grand maître du Grand Orient de France, et Jean-Louis Cany, grand officier national de la Grande Loge nationale de France. La première question que je vais vous poser à tous les deux est sans doute la plus simple, mais en même temps sûrement la plus complexe. Je vais commencer avec vous, si vous le permettez, Jean-Michel Quiardet. Qu'est-ce que la franc-maçonnerie pour vous? Je poserai la même question ensuite à Jean-Louis Cany. La franc-maçonnerie, c'est une société de pensée, c'est un rassemblement d'hommes pour le Grand Orient de France, avec les sœurs d'autres obédiences qui viennent nous rejoindre, pour penser, pour réfléchir à la fois sur soi-même, sur les grands problèmes philosophiques, les grandes questions philosophiques de l'existence de Dieu, des origines, jusqu'aux problèmes de société, les questions économiques et sociales. Donc c'est à la fois un parcours personnel, une formation personnelle et un engagement dans la société pour
faire triompher un certain nombre de valeurs. Jean-Louis Cany, qu'est-ce que la franc-maçonnerie pour vous? D'abord, je me permettrai de saluer le grand maître que je connais bien, puisque nous sommes déjà rencontrés une fois à Toulouse, s'il s'en souvient. Tout à fait. Alors moi, je vais donner une réponse qui est une réponse très académique, qui est celle qui est inscrite dans notre livre de règlement général. La franc-maçonnerie est une libre association d'hommes indépendants, ne relevant que de leur conscience et s'engageant à mettre en pratique un idéal de paix, d'amour et de fraternité. On peut y rajouter bien sûr des actions philanthropiques qui sont la spécificité de la franc-maçonnerie. C'est très philosophique finalement tout cela, Jean-Michel Quiardet. C'est à la fois très philosophique et c'est l'intérêt d'une obédience comme la nôtre, Grand Orient de France, d'être à la fois cette réflexion sur soi, cette réflexion sur le devenir, qu'est-ce que l'homme, la nature humaine, d'où vient-il, mais au-delà de cette réflexion purement philosophique, c'est une réflexion sociétale, c'est-à-dire comment, en effet, pour réaliser l'objectif qui vient d'être indiqué, l'amour fraternel entre les hommes, comment faire? Nous, notre constitution, Grand Orient de France, dit que nous devons participer à l'amélioration matérielle, morale et sociale de l'humanité. Et la devise du Grand Orient de France, c'est la devise de la République, liberté, égalité, fraternité. Donc c'est à la fois philosophique dans la formation individuelle, mais c'est aussi un engagement dans la cité. Oui. Vous êtes combien de membres dans votre Grand Orient de France? Nous sommes actuellement 47 000 membres. Oui. Et nous sommes donc la principale obédience maçonnique, puisqu'actuellement il y a 130 000, enfin en effectif, 130 000 membres, et la plus ancienne, puisque nous avons été créés au début du XVIIIe siècle. Oui, Jean-Louis Cany, combien de membres? Alors la Grande Loge nationale française à l'heure actuelle compte, depuis ce matin, 1530 loges, et compte 37 000 et je crois 600 ou 800 adhérents, puisque on contient quand même les comptes à peu près à jour. Du moins, on nous les communique régulièrement. D'accord. Jean-Michel Quiardet, pourquoi êtes-vous devenu franc-maçon? Moi, personnellement, je suis devenu franc-maçon pour deux raisons. La première, c'est parce que mon père était maçon et qu'il a toujours pour moi été un exemple, enfin quelqu'un qui me semblait se situer dans une ligne de vie et dans une ligne philosophique et politique qui me convenait. Donc dès lors qu'il était franc-maçon, j'avais envie de le devenir. Mais aussi à titre purement personnel, parce que pour moi l'engagement maçonnique est différent de l'engagement politique, de l'engagement syndical. C'est de pouvoir s'engager dans la société, mais en rencontrant d'autres hommes, d'autres opinions politiques, d'autres opinions philosophiques. C'est-à-dire à la fois des gens qui ont des religions, d'autres qui n'en ont pas, des gens qui sont plutôt de gauche, des autres qui sont plutôt de droite, naturellement au Grand Orient de France dans le cadre du corpus républicain. Et donc moi j'ai eu du mal, j'ai toujours du mal à m'engager sur une ligne totale. J'aime bien rencontrer l'autre, réunir un peu ce qui était part, mais naturellement pour essayer de faire que notre société soit une société la plus humaniste possible. Ça a été ça profondément mon engagement. Oui. Mais est-ce que ça veut dire que dans le cadre de vos activités maçonniques, vous avez eu l'occasion de rencontrer des gens que vous n'auriez jamais eu l'occasion de rencontrer dans votre vie de tous les jours? Ah, certainement. C'est ça qui est intéressant. C'est le creuset d'hommes de toutes origines sociales et incontestablement, et là vous me posez cette question, je pense à quelqu'un qui est devenu maçon un petit peu plus tard que moi, plus âgé que moi, avec des parcours totalement différents, et qui est devenu un frère, mais au-delà de cette fraternité, qui est devenu quelqu'un pour moi de très proche. Donc ça, c'est en effet la rencontre de l'autre, la rencontre des différences, et un peu aussi l'intelligence, et surtout même l'intelligence du contradictoire. Oui. Jean-Louis Cany, à votre tour, pourquoi vous êtes devenu maçon? Alors c'est un petit peu l'histoire d'un petit enfant, puisque c'est très jeune, à peu près, je dois avoir 10 ou 11 ans, où j'ai découvert dans un grenier une vieille collection du Pèlerin, magazine de l'époque, de 1885, la belle époque où il y avait un affrontement terrible entre la franc-maçonnerie et l'église française. Et ces caricatures étaient toutes les unes plus horribles que les autres, où elles représentaient des francs-maçons avec les doigts crochus, en train de faire et de défaire le monde. Et j'ai été choqué, comme peut l'être un gamin. Et puis la vie a fait que je suis entré en apprentissage très tôt. Et puis j'ai rencontré les premiers francs-maçons. Et puis je me suis aperçu que c'était des gens
sincères, que c'était des gens de cœur, que c'était des gens qui équilibrés, qui avaient des opinions, qu'ils avaient longuement réfléchies. Et j'ai eu envie un jour, bien sûr, de devenir franc-maçon, et j'ai accosté en pleine rue un vieux franc-maçon en lui disant voilà. Vous le saviez donc qu'il l'était? Oui, je savais qu'il l'était. Ça, d'ailleurs, ça l'a traumatisé parce que c'était il y a très longtemps, à une époque où il n'était pas de mode de se dire franc-maçon. Et ce pauvre homme est parti en poussant une espèce de cri en patois en disant pauvre drôle, car papa parla d'accord. Enfin, c'est pour ceux qui traduisent, pauvre enfant, il faut pas parler de ça. Et 15 jours après, je recevais une convocation pour me présenter, et ainsi je suis devenu franc-maçon. Depuis combien de temps êtes-vous franc-maçon donc? Alors ça fait 44 ans. Ah oui, quand même. Avec la particularité d'être rentré une première fois au Grand Orient de France pour passer ensuite à la Grande Loge nationale française. Et j'ai ainsi le bénéfice de cette double culture, c'est-à-dire de connaître le Grand Orient de France et d'avoir découvert la Grande Loge nationale française et la régularité maçonnique qui est un monde un petit peu spécial. Très bien. Vous, Jean-Michel Quiardet, ça fait combien de temps que vous êtes franc-maçon? Écoutez, moi, ça fait 22 ans. Oui. 22 ans, mais j'ai noté ce terme de régularité maçonnique. Nous sommes, nous aussi, au Grand Orient de France, une puissance maçonnique régulière. Il y a des petites oppositions comme ça entre la Grande Loge nationale française et le Grand Orient de France. Mais nous nous considérons, nous, pleinement dans l'histoire de la franc-maçonnerie. Bon, on reviendra sur cette petite faille qui vient de se faire jour. Jean-Michel Quiardet, qu'est-ce que ça vous a apporté, vous, humainement, de devenir franc-maçon, vous nous avez dit, depuis 22 ans? Et moi, ça m'a apporté 3 choses. La première, alors c'est peut-être un petit peu prétentieux, une certaine forme de maîtrise de mes passions, une certaine distance, et j'ai le sentiment de pouvoir, si je me perfectionne tout de même encore beaucoup plus, à une certaine forme de sagesse. Donc c'est une vraie formation individuelle. La deuxième chose, c'est que vous savez, quand on est pris dans les activités professionnelles, dans d'autres activités associatives, familiales, on n'a plus beaucoup de temps pour réfléchir, pour écrire, pour essayer d'apporter sa contribution par des exposés, par des conférences. Ça, la maçonnerie, nous, Grand Orient de France, nous le donne complètement. C'est-à-dire, c'est aussi une espèce de grande université populaire qui permet de parfaire notre formation. Et la troisième chose, et elle est très importante, ça m'a donné la possibilité d'un engagement dans la cité sur des principes qui nous sont chers au Grand Orient de France et pour lesquels nous combattons, et en tant que grand maître du Grand Orient de France, j'essaie d'y participer activement, c'est-à-dire la République, la laïcité et l'humanisme. Et là, ça veut dire un engagement politique? C'est un engagement politique au bon sens du terme. C'est-à-dire, c'est pas un engagement partisan. C'est pas de dire je suis dans tel ou tel parti où il appartient aux francs-maçons de voter pour tel ou tel homme ou tel courant politique. Nous sommes sur les valeurs. Et les valeurs doivent être constamment rappelées. Les valeurs de la République, la liberté absolue de conscience, le droit de croire ou de ne pas croire, les droits imprescriptibles de la personne humaine. C'est un engagement qui peut être très fort et qui, au fond, a donné, si vous voulez, un sens à ma vie. Et je crois qu'au-delà des différences qu'il peut y avoir entre les obédiences maçonniques, ceux qui s'engagent dans la vie maçonnique, au fond, brisent un petit peu cette condition un petit peu absurde de l'homme. Il naît, il vit, il meurt. Nous, on fait comme tous les autres, mais on a donné un certain sens à nos vies par ce parcours et par cet engagement. Jean-Louis Cany, vous, cela fait 44 ans donc, c'est ça, que vous êtes franc-maçon? Oui, ça fait 44 ans, et je pense que ce que vient de dire mon frère Jean-Michel est à peu près la même chose que je vais vous dire. Peut-être en plus, le fait d'avoir quitté l'école très très jeune et d'être autodidacte, cette franc-maçonnerie m'a donné le goût de la recherche, de l'étude, que j'aurais pu peut-être abandonner si je n'avais pas rencontré la franc-maçonnerie. Il y a une stimulation entre les frères, participer aux travaux d'une loge, ça veut dire les comprendre, ça veut dire également y apporter quelque chose, et donc à côté du travail strictement maçonnique qui est sur soi, qui entraîne chacun d'entre nous à parfaire sa pierre. Eh bien, effectivement,
effectivement, il y a un travail de culture qui est important, et je pense que c'est important, et je l'ai fait avec plus ou moins de chance. Enfin, j'ai essayé de m'adapter à ça. Vous avez employé un terme, parfaire sa pierre. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien, tous les francs-maçons symboliquement participent à l'édification de la grande œuvre, c'est-à-dire que de cette humanité dont parlait tout à l'heure notre grand maître, et même si nous ne le faisons pas de la même façon, et que chaque franc-maçon, avec modestie, ne peut prétendre de représenter qu'une seule petite et modeste pierre. Faut-il encore que cette pierre, elle soit cubique et qu'elle aille parfaitement en harmonie avec l'ensemble des autres? Oui, c'est la même chose pour vous, Jean-Michel Quiardé. Oui, absolument. Cette symbolique de la pierre est intéressante. Nous sommes au fond à la fois des sculpteurs et des bâtisseurs. C'est-à-dire que quand on polit sa pierre, c'est-à-dire qu'on essaie au fond, ce que faisaient les compagnons au Moyen-Âge, on essaie de faire chacun notre chef-d'œuvre. Donc, une espèce de chef-d'œuvre intérieur, c'est-à-dire essayer de se perfectionner le plus possible. Et puis, le chef-d'œuvre à l'extérieur, l'amour fraternel entre les hommes, la tolérance mutuelle, le respect des autres, de soi-même, la liberté de conscience, la liberté, l'égalité, la fraternité. Donc, c'est une symbolique qui est très forte. Nous sommes des bâtisseurs, des sculpteurs aussi, parce que vous savez, c'est comme un personnage dans un roman d'Alejo Carpentier, un grand romancier cubain. Il prenait des pierres comme ça brutes, il les sculptait et il disait je redonne vie aux pierres. C'est un peu ce qu'on fait. On essaie de redonner de la vie et du sens. J'y reviens toujours parce que c'est important à ce qui apparaît au départ un peu brut, un peu brutal, brut de décoffrage pour employer un langage un peu commun. Et c'est la raison pour laquelle nous croyons dans les hommes. C'est-à-dire que chaque homme, quelle que soit sa formation, d'où qu'il vienne, quelles que soient ses conditions économiques, chaque homme est perfectible par un travail qui est son propre travail et qui est aussi par le travail des autres. Vous avez parlé de travail l'un et l'autre. Qu'est-ce que vous faites lorsque vous vous réunissez? Donc c'est dans une loge que vous vous réunissez. D'abord, qu'est-ce qu'une loge? Qui veut y répondre? Jean-Michel Quiardé, Jean-Louis Cany? Une loge, c'est une loge. Pourquoi on appelle ça une loge? Parce que ça vient des constructeurs des cathédrales qui se réunissaient à la fois pour faire leurs plans et ensuite de manière conviviale dans ce qu'ils appelaient un emplacement qu'ils appelaient la loge, et là aussi pour continuer à la fois la conception de leur construction et pour se retrouver entre eux. Donc c'est ça la loge. Qu'est-ce qu'on fait dans une loge? Dans une loge, on fait deux types de travaux. On a un rituel qui permet, à un moment donné, de se départir du monde profane, de se départir, ce qu'on appelle le monde profane, c'est le monde extérieur, donc se départir de ses problèmes quotidiens, de ses soucis professionnels, de ses soucis familiaux, pour essayer en fait de s'éveiller un petit peu plus à la conscience de l'autre. Ça, c'est la première chose qu'on fait. La deuxième chose... Un rituel, avez-vous dit, donc c'est religieux finalement? Pas du tout. Le rituel n'est pas nécessairement religieux. Il y a des rituels républicains. D'accord. Le défilé du 14 juillet, c'est un rituel républicain. D'accord. Et ensuite, le second travail, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Chaque membre de la loge peut, en Grand Orient de France, c'est une grande liberté. S'il veut pas, il le fait pas. Mais la plupart font des exposés où disent, moi j'ai envie de vous expliquer ce que je pense sur le revenu minimum d'existence. J'ai des idées là-dessus. Moi, j'ai envie de vous expliquer un petit peu quel était mon parcours personnel, mon parcours professionnel. D'autres qui sont plus philosophiques, qui vont nous expliquer en quoi le cynisme philosophique peut être quelque chose d'intéressant et de constructeur. Voilà. C'est extrêmement divers. Et puis, à un moment donné, nous travaillons tous sur une question. Qui est choisie par les membres de l'obédience, qui peut être une question sur le pouvoir, qui peut être une question sur la paix, qui peut être une question aussi sur la laïcité, et en principe toutes les loges travaillent sur cette question, et ça crée donc à un moment donné une réflexion commune sur les grands enjeux de notre société. Jean-Louis Cany, quels sont les travaux, puisque visiblement vous ne travaillez pas de la même manière, donc au Grand Orient de France ou à la Grande Loge nationale de France? On travaille de la même façon dans le sens où nous avons un rituel qui est très 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 précis, qui est cultivé comme étant un moyen très adapté à délivrer un message aux jeunes apprentis qui rentrent dans nos obédiences. On
n'y travaille pas tout à fait de la même façon qu'au Grand Orient de France, puisque la spécificité de la Grande Loge nationale française, c'est d'exclure de ses travaux les problèmes d'ordre politique et d'ordre religieux. Oui. Non pas parce que nous ne sommes pas intéressés à titre de citoyen par ces sujets, bien entendu, nous avons une vie citoyenne et souvent très remplie, mais ce genre de sujet ne rentre pas en loge. C'est dans la tradition, c'est que comme l'ont voulu nos fondateurs en 1717, c'est-à-dire que c'est un centre de l'union et tout le monde sait que ce qui sépare indiscutablement les gens, c'est la politique et c'est la religion. Ouais. Alors, pour avoir vécu dans les deux obédiences, et pour aujourd'hui parler au nom d'une que j'ai choisie définitivement, je pense que ce qui est le plus important dans la Grande Loge nationale française, c'est un travail de spiritualité. C'est un travail de spiritualité qui est basé sur le grand architecte de l'univers, sur la foi en Dieu. Dieu, c'est le grand architecte de l'univers, c'est ça, c'est la même chose. Oui, le grand architecte de l'univers, pour être clair, n'est pas un Dieu de synthèse. C'est pas un petit peu Allah, c'est pas un petit peu Yahvé. Ouais. C'est le Dieu de chacun, et c'est ça qui fait l'intérêt de la franc-maçonnerie, c'est que côte à côte on puisse trouver un musulman, un orthodoxe, un juif, etc., etc. Et c'est ça l'intérêt. Et c'est se faire connaître, c'est que faire connaître ces gens ensemble, les faire travailler, leur apprendre à réfléchir, à devenir fraternels. Et puis ensuite, une fois qu'ils sont formés à cette fraternité, eh bien, mon Dieu, qu'ils aillent parler politique à l'extérieur, ou qu'ils aillent parler religion s'ils le veulent, mais pas à l'intérieur de la franc-maçonnerie. Donc, on a bien compris qu'il y a une nette différence, visiblement, oui, entre le Grand Orient de France et la Grande Loge nationale de France. Jean-Michel Quillardet, qui décide du travail à faire au sein d'une loge? C'est hiérarchisé comment? Parce que on se réunit pas comme ça en disant bon bah tiens, qui a envie de faire quoi? Si. Alors, avant de répondre à votre question, je voudrais quand même dire que parler de religion ou de politique dans une loge maçonnique, ça ne divise pas nécessairement, bien au contraire. Oui. Avec les outils qui sont les nôtres, c'est-à-dire le respect de la parole de celui qui l'apprend, l'écoute. Au contraire, avoir un débat sur une question religieuse, sur Dieu, ou avoir un débat sur une question politique, ça permet bien au contraire de réunir ce qui était part, de nous rassembler. On garde sans doute chacun nos opinions, on n'essaie pas de se convaincre, mais on a alimenté la réflexion par des regards qui sont différents. Oui, c'est intéressant de débattre. Je ne crois pas, absolument, je ne crois pas du tout que ça divise. Et puis c'est ça la grande différence peut-être avec la Grande Loge nationale française au Grand Orient de France, c'est que nous sommes fondés absolument sur aucun dogme. C'est-à-dire que nous, il y a des gens qui peuvent croire en Dieu au sein du Grand Orient de France, et ils sont tout à fait acceptés. Mais pour nous, ce n'est pas une question, c'est une question totalement personnelle. Et ça, c'est très important. Alors, qui décide du travail en loge? Vous savez, nous au Grand Orient, on est très démocratique. Donc, en principe, c'est le vénérable de la loge, c'est le président de la loge qui organise le travail, mais les planches, comme nous disons, les exposés, les conférences, les travaux sont faits à l'initiative des frères qui disent « Moi, j'aimerais bien travailler sur telle question, est-ce que tu peux me mettre sur ton ordre du jour ?» Tout ça se fait de manière tout à fait collective et tout à fait conviviale et démocratique. Oui, mais alors dites-moi, je vais vous poser une question donc à l'un et à l'autre, une question que j'ai posée dès le départ. J'aimerais que vous nous apportiez un élément de réponse. La franc-maçonnerie est-elle une force de lobbying en France, dans notre société actuellement? Jean-Michel Quillardet. C'est une force, enfin pour le Grand Orient de France, c'est une force de proposition. C'est-à-dire que nous avons, et là c'est l'institution qui porte ces propositions-là, nous allons effectivement voir, et souvent à leur demande, des ministres, des chefs de partis politiques, des présidents d'assemblées, qui nous demandent au fond un petit peu quelle est la sensibilité du Grand Orient de France sur telle ou telle question. Moi j'ai été interrogé il n'y a pas tellement longtemps par un membre du gouvernement sur le projet de loi sur l'immigration. Donc nous sommes une force de proposition, nous essayons d'exercer une influence éthique, une influence morale, une influence intellectuelle, politique au bon sens du terme. Jean-Louis Cany.
Oui, je pense que tous les grands maîtres sont au moins une fois par an invités par le président de la République, le rencontrent et je pense abordent les sujets de leur choix et qui sont certainement ceux également de la société. Je ne suis pas d'accord, bien sûr, avec ce que vient de dire notre grand maître, bien que son point de vue soit tout à fait respectable et que, après tout, ça représente effectivement la spécificité du Grand Orient de France. Mais je pense qu'il y a suffisamment en France de conseils économiques, de syndicats, d'associations, de partis politiques, sans qu'on ait véritablement encore besoin d'interroger la franc-maçonnerie sur des sujets spécifiques. J'appartiens à d'autres associations que la franc-maçonnerie, je ne veux pas citer Médecins du Monde ou d'autres, et je pense que j'ai l'occasion, comme d'autres, à l'intérieur de ces associations, qu'elles soient syndicales, qu'elles soient autres, de donner mon point de vue de citoyen, et je vois pas en quoi la franc-maçonnerie serait plus autorisée à donner un problème, un avis sur un problème précis. Par contre, ce qui est intéressant, je crois, c'est de former des hommes qui soient des hommes préparés au dialogue, qui soient préparés à la tolérance, qui soient préparés à l'échange. Et ces gens, une fois qu'ils ont été formés, mais bien sûr qu'ils aillent dans la société et qu'ils changent effectivement et peut-être le comportement des partis politiques, des syndicats qui sont pas toujours très démocratiques. C'est important de porter le regard maçonnique parce que justement, nous sommes sur les principes, nous sommes sur les grandes interrogations, sur les grands questionnements, et ça, c'est ce que les partis politiques, les organisations syndicales ne font pas, parce qu'elles sont prises dans des perspectives partisanes, au bon sens du terme, dans des perspectives électoralistes. Le regard maçonnique, c'est le regard justement d'hommes, de femmes qui sont extrêmement différents les uns et les autres, mais qui ont une sensibilité commune, un chemin commun, et donc rappeler l'importance de la question laïque, rappeler l'importance de l'idée que nous nous faisons de la République, rappeler l'importance notamment du fait que l'humanité est en train de se déshumaniser dans un certain nombre de rapports sociaux dans la société d'aujourd'hui. Je crois que c'est important, il faut le dire avec force et vigueur. Alors, à vous entendre tous les deux là depuis presque une demi-heure que nous discutons, la maçonnerie c'est quand même pas très loin de l'idéal. En revanche, la maçonnerie, et là il faut en parler, a été éclaboussée par des scandales financiers, des scandales affairistes. On en entend parler de temps en temps dans la presse, et il n'y a pas encore si longtemps que cela. Quelle est votre opinion là-dessus, Jean-Michel Quiardet? Alors, écoutez, je crois que nous avons beaucoup d'efforts à faire, nous autres francs-maçons, que ce soit la GLNF ou le Grand Orient de France, pour changer cette image dégradée. Je crois que, bien évidemment, nous sommes une société humaine. Dans toute société humaine, dans toute communauté d'hommes, vous avez des brebis galeuses. C'est pas parce qu'un professeur est pris dans une affaire de pédophilie qu'on va dire que tous les professeurs sont pédophiles. Évidemment. Alors c'est pas parce qu'il y a un franc-maçon qui est pris dans une affaire économique et financière qu'on va dire que tous les francs-maçons sont des corrompus. Ça, c'est inacceptable comme image. 99,05 des francs-maçons du Grand Orient, et je le dis et certainement aussi à la JLNF, sont des hommes propres, des hommes responsables, des hommes honnêtes. Donc ça, c'est une image qui est totalement faussée, mais malheureusement, la presse s'intéresse plus à ces dossiers-là qu'à ce qu'est véritablement la maçonnerie et au message maçonnique. Vous savez, c'est le vieil adage du journalisme américain, un chien qui mord un homme, ça n'est pas une nouvelle, un homme qui mord un chien, c'est une nouvelle. Alors, quand il y a des francs-maçons qui sont impliqués dans des affaires économiques et financières, ça, c'est un homme qui mord un chien, on en parle, mais quand on fait, nous, au Grand Orient de France, un grand colloque sur les crimes contre l'humanité, on en parle moins, ça, c'est dommage. Jean-Louis Cany. Je dirais la même chose. C'est l'histoire bien connue du journaliste qui écrit parce qu'il sait peut-être pas quoi écrire de plus. Un curé renverse avec sa voiture une passante dans la rue. Pourquoi ne pas dire simplement un automobiliste? C'est pas parce qu'il est curé qu'il a renversé cette personne. Et je pense qu'effectivement, chaque fois qu'il y a un petit scandale qui est à l'origine qui est d'origine peut-être de frères, aussitôt on parle de franc-maçon. Est-ce qu'on dit un chrétien a fait une escroquerie à l'assurance, un social? Non. Et je crois que c'est ce que je vous disais tout à l'heure quand je vous parlais de ces vieilles caricatures qui étaient enfermées dans cette malle, caricatures que j'ai eu la chance de racheter il y a pas très longtemps. C'était pas les mêmes, c'était les mêmes, mais elles venaient pas du même endroit.
moi, sont toujours les mêmes. C'est-à-dire qu'on a toujours diabolisé le franc-maçon. Le franc-maçon, c'est toujours un petit peu le juif, un petit peu le méchant, celui qui trahit. Durant la Seconde Guerre mondiale, la franc-maçonnerie a payé un lourd tribut d'ailleurs. Bien sûr, mais s'il y avait que là que la franc-maçonnerie ait payé son tribut, ce serait pas grave. Mais elle l'a payé à peu près dans tous les pays qui ont essayé de supprimer la démocratie. Ouais. Or, je crois que c'est un signe. Le signe, il est là, c'est que la franc-maçonnerie dérange dans son système, dans sa façon de penser, beaucoup de gens. Et ces gens sont automatiquement des adversaires de la franc-maçonnerie. Et à un moment donné, eh bien, ils l'expriment par la médisance, le complot, qu'importe. Oui. Jean-Michel Quillardet, je vais vous poser une dernière question parce que je crois que vous devez retourner à votre congrès. Parlons justement de ce voile opaque qui couvre la franc-maçonnerie. Pourquoi est-ce qu'après tout, ce ne serait pas plus clair que les gens s'affichent, ceux qui sont francs-maçons, qu'ils s'affichent, et qu'une bonne fois pour toutes, on clarifie la situation? Moi, je suis de ceux qui pensent qu'effectivement, les francs-maçons, j'appelle les francs-maçons des Grands Orient de France, à afficher très clairement leur appartenance maçonnique. Mais ceci étant dit, je ne vois pas pourquoi on imposerait aux francs-maçons de dire qu'ils sont francs-maçons. Vous avez des tas d'associations dont beaucoup de gens sont membres et ils n'ont pas de nécessité de dire je fais ceci, je fais cela. Il faut aussi se méfier de cette espèce de totalitarisme de la transparence. Qui es-tu? Que fais-tu? D'où viens-tu? Où vas-tu? Non, chacun peut avoir aussi son jardin secret, son jardin personnel. Donc la franc-maçonnerie, pour beaucoup d'entre nous, c'est un jardin secret que l'on garde pour soi. Et puis pour beaucoup d'autres, comme moi, et moi c'est pas parce que je suis grand maître, mais j'ai toujours dit très clairement que j'étais franc-maçon. J'ai même, vous savez, comme souvent on participe à des dîners où on parle de la franc-maçonnerie, on en parle mal. Ça m'est arrivé de dire, vous en parlez mal, mais vous ne la connaissez pas. Alors on me dit, toi tu la connais? Oui, moi je la connais, je suis franc-maçon. Oui, il faut afficher clairement, parce que vous savez, il faut être fier d'être franc-maçon, parce que bien sûr qu'il y a toujours des difficultés. Personne n'est parfait, c'est un idéalisme, c'est une utopie et c'est pas toujours la réalité, mais c'est quand même une très belle idée, un très bel engagement. Merci beaucoup en tout cas Jean-Michel Quillardet de nous avoir accordé ces quelques minutes. Je rappelle que vous êtes le grand maître du Grand Orient de France. Bonne fin de soirée. Merci. Merci beaucoup. Et nos amitiés, si je peux me permettre, à vos amis au cours du repas républicain. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Jean-Louis Cagny, vous restez avec nous car j'ai encore pas mal de questions à vous poser. Tout à l'heure, à partir de 23h, je vous le rappelle, la conseillère fédérale de la Grande Loge féminine de France va venir nous rejoindre parce qu'on n'a pas beaucoup parlé des femmes qui sont aussi présentes dans la franc-maçonnerie. Nous en parlerons parce que je ne dis pas de bêtises, Jean-Louis Cagny, mais la Grande Loge nationale française est uniquement masculine, hein, c'est ça, hein? Alors, il faut préciser avant qu'arrive... Et le Grand Orient de France aussi. Hein. Voilà, oui. Alors, je crois qu'il faut replacer la franc-maçonnerie dans son contexte international. La franc-maçonnerie, c'est 8 millions de francs-maçons à travers le monde. Oui. Là, nous avons parlé des problèmes maçonniques franco-français, mais ailleurs, ils n'existent pas. En Angleterre, aux États-Unis, en Suède, en Allemagne, ce genre de problème ne se pose même pas. Et c'est vrai. Et c'est dommage que par tradition, les femmes ne sont pas acceptées en franc-maçonnerie. Je pense que nous sommes nombreux et quelques-uns à penser que c'est regrettable. En tout cas, moi, je suis de ceux qui pensent que c'est regrettable. Bon, on en parlera tout à l'heure donc avec Daniel Chevalier qui nous rejoindra. Mais dans quelques minutes, nous aurons avec nous Marc de Jode qui est l'auteur d'un livre qui s'intitule Dictionnaire des francs-maçons illustres. Le saviez-vous? Abdelkader, Zavata, George Washington, Jules Ferry, Gerald Ford, Oliver Hardy, celui qui a évidemment été le collègue de Laurel, voilà, Stan Laurel, qui était donc Laurel et Hardy, Rudyard Kipling, Lafayette, Charles Lindbergh, Sade, même le marquis de Sade était franc-maçon, figurez-vous. Après tout, voilà, c'était dans le livre. On en parlera tout à l'heure avec Marc de Jode. Sud Radio, les aventuriers de l'étrange. Marc Lavoine avec cette chanson Tu m'as renversé. Marc Lavoine qui est peut-être franc-maçon d'ailleurs, je ne sais pas, on lui posera la question la prochaine fois qu'il passera du côté de Sud Radio. Je ne vous garantis pas la réponse, mais en tout cas on essaiera de lui poser la question. Nous parlons, vous l'avez compris, de franc-maçonnerie jusqu'à minuit sur Sud Radio dans les aventuriers de l'étrange, mais avant de retrouver l'auteur de ce dictionnaire des francs-maçons illustres paru aux éditions d'Hervy, Marc de Jode, plusieurs annonces. D'abord, vous le savez, demain je vous invite à participer à une
une expérience de télépathie sans bouger de chez vous, juste en écoutant la radio. Nous avons avec mon complice Pierre Massiès mis au point, enfin surtout lui, moi je l'ai surtout regardé, mis au point une expérience de télépathie. Nous ferons 4 tentatives de télépathie, donc demain. Chacune durera 2 minutes et chez vous, tranquillement, relaxé, vous essaierez de capter ce que je vais essayer modestement de vous envoyer et ensuite vous enverrez un courrier. On vous expliquera tout ça en détail. Si vous avez envie d'en savoir un petit peu plus sur la franc-maçonnerie, je vous invite à vous rendre au Salon du Livre ésotérique qui va se dérouler à Condom les 17 et 18 juin prochains dans le Gers donc, et samedi soir notamment, il y a une grande conférence qui s'intitule L'avenir de la franc-maçonnerie dans la société actuelle. Il y aura plusieurs représentants qui seront sur scène. J'aurai le plaisir de présenter la soirée, donc c'est pour ça que je vous le dis, je le sais assez bien. Et donc ce Salon du Livre ésotérique se déroulera à Condom 17-18 juin. Un site internet pour vous renseigner, Salon Liber, L-I-B-E-R, Salon Liber, c'est en un seul mot, .org, et là vous aurez toutes les infos. Tout de suite, Marc de Jode pour parler de ce dictionnaire de francs-maçons illustres et de personnages célèbres qui étaient francs-maçons. Les aventuriers de l'étrange sur Sud Radio. Marc de Jode, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes l'auteur avec Monique Cara d'un livre paru aux éditions d'Hervy qui s'intitule Dictionnaire des francs-maçons illustres. Alors, d'abord, qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire ce livre sur ces francs-maçons célèbres? Eh bien, ça faisait un bon moment que l'édition française avait un petit peu délaissé les illustres francs-maçons, puisque il n'y avait pas de dictionnaire du même type écrit depuis plus de 20 ans déjà. Ouais. Et on s'est dit que ça pouvait être intéressant de faire une sélection de 300 personnalités, dont la plupart sont connues du plus grand nombre. Mmh. Il s'agit de personnalités françaises ou étrangères. Et d'essayer, quand c'était possible, de montrer le lien qu'on a pu effectivement trouver entre leur engagement maçonnique d'une part, ouais, et l'action qu'ils ont faite dans le monde et la trace qu'ils ont laissée dans l'histoire. C'est-à-dire que à travers leur vie, si je comprends bien, d'après vous, ils se sont conduits en francs-maçons ou en adéquation avec les principes maçonniques. Pour beaucoup d'entre eux, on peut le dire, oui. Ouais. Alors, il y a effectivement beaucoup de gens célèbres. Zavata, par exemple, Arthur Conan Doyle, le père de Sherlock Holmes. Absolument. Qui était franc-maçon. Charles Lindbergh. Hugo Pratt, le dessinateur de bande dessinée, le créateur de Corto Maltese. Oui, c'est vrai qu'il avait fait un album de Corto Maltese à Venise où il parlait des francs-maçons, effectivement. Exactement, il a rédigé cet album, du reste très peu de temps après avoir été lui-même initié dans une loge maçonnique. Ouais. Donc, Venise. Ceci explique cela, effectivement. Voilà. Alors, avec vous, on va parcourir rapidement la vie de quelques francs-maçons illustres que vous avez recensés dans ce livre. D'abord, peut-être un regret, il n'y a personne qui exerce ou quelqu'un de célèbre vivant actuellement dans ce livre. On a limité le nombre des personnalités vivantes. Ouais. Dans la mesure où on a choisi de prendre un peu de recul. Ouais. Vraiment le choix que nous avons posé, c'est il a laissé une trace dans l'histoire. Ouais. Alors c'est vrai qu'il y a quelques noms, malgré tout, de vivants que nous avons retenus. Oui, notamment Henri Caillavet, qui a laissé, à travers son action parlementaire, une trace dont on peut supposer qu'elle durera longtemps. Et puis Pierre Simon, l'ancien grand maître de la Grande Loge de France, qui est un personnage extraordinaire, qui est toujours vivant, et qui est avec Yvonne Dornès, ancienne grande maîtresse de la Grande Loge féminine de France, le fondateur du planning familial, et de tous les combats. Il est l'accompagnateur, si vous voulez, l'accompagnateur scientifique, puisqu'il était médecin, de tous les combats féministes des années 50 et 60. Oui, dont notamment la loi pour l'avortement, etc. Donc il fut le rédacteur auprès de Simone Veil. Absolument. Bien sûr. Alors, le premier exemple étonnant, on le trouve à la première page d'ailleurs, j'ignorais qu'il fut franc-maçon, c'est l'émir Abdelkader. Tout à fait. Peu de gens le savent, du reste. Oui. Alors, quand et comment, expliquez-nous ça? Abdelkader était déjà une personnalité très très connue, à la fois pour ses actes de résistance contre la France, pendant l'occupation d'Algérie, puis ensuite il est devenu l'ami de Napoléon III, et il rentre, si vous voulez, dans une notoriété occidentale au moment de l'affaire de Damas, lorsque des musulmans s'en prennent aux chrétiens, et Abdelkader prend leur défense et leur accorde un asile, ce qui permet de sauver la vie de plusieurs milliers de chrétiens à Damas. Ouais. Alors,
un tel événement va faire le tour de toutes les capitales européennes et va inciter le Grand Orient de France à lui proposer d'entrer en franc-maçonnerie. D'accord. Voilà, donc ça se passe en 1860. Ouais. En 1860, Abdelkader reçoit quasiment en même temps 2 propositions de 2 loges différentes, la loge Henri IV d'une part, et la loge La Sincère Amitié, qui toutes les deux lui proposent de rentrer en maçonnerie, ce qui est assez rare pour un musulman, car en fait jusqu'à présent c'était plutôt dans l'univers occidental que la maçonnerie recrutait, mais là la figure d'Abdelkader est telle à cette époque que les francs-maçons décident de recruter cet illustre musulman. Et lui accepte. Et lui accepte. Alors, il va hésiter un moment, hein, parce qu'il va d'abord essayer de comprendre ce que c'est que la franc-maçonnerie. Bien sûr, ce qui est normal. Il va examiner effectivement un peu l'histoire de la maçonnerie en France et en Europe, et il va finir par répondre favorablement à cette demande. Et donc, on peut dire que le 18 juillet 1861, il écrit à la loge Henri IV en disant qu'il accepte de rentrer dans cette loge. Et est-ce qu'après, dans le restant de sa vie, il a une activité maçonnique régulière? Alors, il faut voir qu'effectivement, c'est un petit peu compliqué pour lui, parce que la loge Henri IV est une loge parisienne, et lui, il vit à Damas. C'est un peu compliqué, donc, déjà, son initiation ne pourra avoir lieu qu'en 1864, et il sera initié par la loge Les Pyramides à Alexandrie, en Égypte, mais pour le compte de la loge Henri IV. D'accord, ok. Et effectivement, à partir de là, il sera en quelque sorte un franc-maçon par correspondance. Il va écrire avec beaucoup de maçons, notamment avec son ami qui est un maçon libanais qui s'appelle Macarius. Il va aussi essayer de chercher des liens entre le soufisme et la maçonnerie. Parce qu'il était soufiste au départ, c'est ça? Oui, voilà. Enfin, c'est même un grand maître soufi. Et il a tendance, dans son système de pensée, à apparenter la franc-maçonnerie au soufisme. Pour lui, la maçonnerie est à l'Occident, ce que le soufisme est à l'Orient. Comme quoi, il y a quelque chose d'universel dans tout ça, finalement. Absolument. Tout à fait. Et j'ai lu également dans votre livre que 2 de ses fils vont devenir maçons eux aussi. Absolument. Il va effectivement conseiller à 2 de ses enfants de rentrer eux aussi en franc-maçonnerie. Voilà un parcours de vie intéressant, vraiment. Tout à fait, absolument. Et il y restera quasiment jusqu'à la fin de sa vie. Il meurt en 1883. Mais à part les 3 dernières années de sa vie où il va un petit peu prendre ses distances pour tout un tas de raisons, à commencer par son grand âge. Faut oublier qu'il est rentré en maçonnerie, il avait déjà 56 ans. D'accord. Mais pour le reste, il sera un franc-maçon fidèle. Bien. Et alors, un autre personnage célèbre qui était franc-maçon également, le jazzman Louis Armstrong. Oui, tout à fait, absolument. Comme beaucoup d'Américains d'ailleurs, puisque... Oui, mais lui, aux États-Unis à cette époque-là, déjà, il était jazzman, ce qui était moyennement vu, en plus noir. Donc, c'était pas évident à cette époque-là aux États-Unis. Il faut savoir qu'aux États-Unis, la franc-maçonnerie est vraiment une institution. Avec pignon sur rue, elle n'a pas du tout le caractère secret que nous avons, par exemple, en France. Et cette maçonnerie-là, américaine, elle est aussi très communautariste. C'est-à-dire qu'il y a des loges d'hommes, il y a des loges de femmes, il y a des loges de blancs et il y a des loges de noirs. Ah d'accord, très bien. Donc, ce qui est particulier quand même. Oui, voilà, c'est comme ça. Ils se regroupent en tant que francs-maçons, mais aussi en tant qu'autre chose que francs-maçons. Très bien. Par rapport à des choses qui n'ont effectivement rien à voir avec l'engagement et l'idéal maçonnique. D'accord. Et alors, Louis Armstrong a été initié effectivement. Il a été initié par la loge Montgomery, l'obédience de Prince Hall, donc qui est une obédience qui compte beaucoup américaine, de noirs. Donc il a été initié dans cette loge à New York. Et il a été relativement fidèle d'ailleurs en tant que maçon à sa loge. Un maçon fidèle. Et on retrouve des traces de son idéal maçonnique dans certaines de ses œuvres. Comme Mozart, j'aurais envie de dire. Comme Mozart. Puisqu'on a reçu Christian Jacques qui a fait le parallèle, notamment avec ses livres qu'il vient de publier, où il y a... Je citerai pour mémoire I Beginning to See the Light. J'ai commencé à voir la lumière, qui est une référence à son initiation en tant que franc-maçon. D'accord. Et alors, autre grand personnage, noir également, française cette fois-ci, Joséphine Baker. Joséphine Baker, tout à fait.
Alors Joséphine Baker, donc là c'est la preuve que la maçonnerie des femmes existe et que les femmes ont depuis le XVIIIe siècle été présentes dans les loges maçonniques. D'ailleurs, je recevrai une représentante de la Grande Loge féminine de France tout à l'heure dans cette même émission pour en parler d'ailleurs. Tout à fait. Ouais. Donc Joséphine Baker était membre de la Grande Loge féminine de France. Elle a été initiée dans cette loge, dans une loge qui s'appelle la Nouvelle Jérusalem, le 6 mars 1960. Mais avant cela, elle avait croisé beaucoup de francs-maçons. À commencer par son mari, son mari était franc-maçon. D'accord. Et donc elle a épousé donc un Italien, Pepito Abatino, en 1931. Et donc de ce fait, dès 1931, Joséphine Baker n'ignorait pas grand-chose de la franc-maçonnerie. Elle était au fait, elle savait ce dont il s'agissait, effectivement. Exactement. Et ça a été une grande résistante également pendant la Seconde Guerre mondiale. Et puis ce qu'elle a fait pour les enfants qu'elle a adoptés était admirable également. Tout à fait. Et là, on peut dire, on parlait du lien entre l'engagement maçonnique et l'engagement dans le monde de ces hommes-là. Joséphine Baker, à cet égard, est un exemple tout à fait éloquent. Puisque en 1964, donc ça fait 4 ans qu'elle est maçon, elle part aux États-Unis pour militer en faveur du mouvement des droits civiques du pasteur Martin Luther King. Par la suite, effectivement, comme vous le signaliez, il y a cet engagement envers les orphelins, ce qu'elle appelle sa tribu arc-en-ciel. Tout à fait, Et bien entendu, vous évoquiez aussi son parcours de résistante pendant la guerre. Il ne faut pas oublier que, quand même, Joséphine de Baker a reçu les honneurs militaires au moment de ses obsèques. Ah bah oui, tout à fait. Ce qui était la moindre des choses, parce que grande résistante quand même, Et alors, un grand personnage de l'humour français, du nonsense, comme disent les Anglais, le père de Radio Paris est allemand, c'est Pierre Dac. Oui, Pierre Dac, tout à fait. Pierre Dac, lui aussi un franc-maçon, initié d'ailleurs assez jeune en maçonnerie, puisqu'effectivement il est rentré en franc-maçonnerie en 1926. Et à la Grande Loge de France, dans une loge qui s'appelle les Inséparables d'Osiris. Les Inséparables d'Osiris, joli nom, très poétique, Oui, absolument. Et il est resté fidèle jusqu'à sa mort à sa loge maçonnique. D'accord. Et alors, Jules Verne. J'ignorais que Jules Verne également, enfin, il y a plein de noms qu'on découvre, évidemment, avec Pierre Mendès France, on va pas, Roosevelt, Washington, etc. Et alors, Jules Verne. Alors, Jules Verne, lui, on a un petit doute sur la loge qu'il aurait initiée. Parce que Jules Verne, effectivement, connaissait parfaitement la franc-maçonnerie, et son œuvre est bourré de références maçonniques. Ah bon? Il s'agit des enfants du capitaine Grant, Robur le Conquérant, Voyage au centre de la Terre. Dans Voyage au centre de la Terre, par exemple, on retrouve des vieux symboles maçonniques comme l'équerre, le compas et le fil à plomb, qui se trouvent dans la musette du héros. D'accord. Qui va vers le centre de la Terre. Oui, c'est pas arrivé là par hasard. À un moment donné, invoque même le grand architecte de l'univers. Donc là, il n'y a pas de doute là-dessus. La référence est claire. Sur les références maçonniques dans l'œuvre de Jules Verne, qu'on va aussi retrouver dans l'un de ses derniers romans, Clovis d'Ardentor, au moment où il évoque la fameuse affaire de Rennes-le-Château, le trésor des Templiers, etc. Et alors, chose étonnante, mais enfin, là, après avoir lu l'article, on n'est pas sûr, ça a même fait une controverse violente, c'est un pape, Pie IX, qui aurait été initié franc-maçon. Ah oui, ça alors qu'on sait la guerre que se livre l'Église. Sérieuse et amusante. Oui. Parce que, Pie IX, c'est-à-dire le cardinal Giovanni Maria Mastai Ferretti, est devenu pape en 1846 à l'âge de 54 ans. Et à partir de là, il va commettre des bulles papales pour excommunier tous les francs-maçons. Ce qui est paradoxal quand même. Et oui, c'est-à-dire que pour ce pape, on ne peut pas être à la fois catholique et franc-maçon. Et donc il commettra une première bulle dès son arrivée au pontificat en 1846. Et puis une deuxième bulle pour réitérer son affirmation. Voilà, la deuxième couche pour que ce soit bien clair. Et pourtant, effectivement, quelques années, on est on se situe 2 ans avant la mort de Pie IX. On ressort un document dans une loge de Bavière dans lequel il y aurait le compte-rendu de l'initiation
de Ferretti, à l'époque où il est encore évêque d'Imola. Ouais. Donc d'une initiation qui aurait eu lieu donc dans la loge Catena de Palerme. Ah oui, ça fait désordre un peu. Ah, ça fait désordre effectivement qu'un pape ait été dans sa jeunesse, on peut dire, initié dans une loge maçonnique. Alors évidemment, il va démentir. Oui. Il peut pas faire autrement. Il peut pas s'excommunier lui-même. Ouais. Donc il peut pas démentir. Donc il va démentir parce qu'il peut pas reconnaître cela. Et puis l'affaire va en rester là. C'est-à-dire que personne ne va juger utile de relever l'affaire. Et curieusement, pour des raisons un peu inconnues, elle rebondit 20 ans après sa mort, où et là c'est la droite catholique française qui exhume cette affaire, bien entendu, pour démontrer que ce fameux document retrouvé en Bavière est un faux grossier. D'accord. Alors ça va effectivement, comme vous le disiez, provoquer de sérieuses esclandres qui vont remonter jusqu'à la Chambre des députés à Paris. On imagine, oui. Voilà, donc, alors bien entendu, les spécialistes vont s'opposer, certains vont dire mais oui, il était franc-maçon, d'autres vont dire non, c'est pas vrai, enfin, la presse va s'en mêler, et donc pour éviter que ça finisse en bataille rangée à la Chambre des députés, les députés catholiques vont recevoir des excuses officielles de la part des républicains qui vont dire que finalement ils se moquent complètement de savoir si ce pape était ou non franc-maçon. Finalement tout le monde s'en sort, quoi. Voilà, comme ça tout le monde s'en sort. Et alors dites-moi, dans votre livre il y a énormément de membres de la famille de Napoléon Bonaparte, empereur français, mais finalement est-ce que Napoléon Bonaparte a été franc-maçon ou pas? Alors là c'est un autre mystère, ouais. Un autre mystère qui n'est pas encore éclairci aujourd'hui. Il est exact qu'effectivement les frères de Bonaparte, presque tous ses frères étaient francs-maçons. Sa sœur Caroline était franc-maçon. Son épouse Joséphine de Beauharnais était franc-maçonne et même grande maîtresse des loges féminines. D'accord. Donc il était cerné, quoi. Il était entouré. Tous les ministres, que ce soit Cambacérès, Fouché et Talleyrand, étaient francs-maçons. Et sur les 26 maréchaux d'Empire, 17 étaient francs-maçons. Ah, ça fait beaucoup. beaucoup. On peut dire qu'il était complètement cerné par la maçonnerie. Ouais. Mais pour ce qui concerne Napoléon Bonaparte, alors là, il y a des historiens qui affirment que non, il n'était pas franc-maçon, et d'autres qui formulent des hypothèses. Alors pour certains, il aurait été initié à Malte juste avant son séjour pour la campagne d'Égypte. Pour d'autres, c'était plus tôt, lorsqu'il était encore officier aspirant à Valence. Pour d'autres, c'était un peu plus tard, notamment pour certains, il aurait été initié clandestinement à Rome en 1811, alors qu'il était déjà empereur. On n'a pas de preuves, quoi, finalement. On n'a pas de preuves. Bon, il y a l'hypothèse qui, pour ma part, me semble la plus plausible, c'est celle de l'historien Henri Guillemin, qui donc situe l'initiation de Napoléon peu de temps après sa nomination au grade de général, à une époque où il est un peu en disgrâce avec le directoire, il se serait un peu offert une garantie maçonnique en se faisant initier dans une loge de Marseille qui s'appelait le Choix des vrais amis. Cela dit, on n'a aucun document dans cette loge qui attesterait de l'initiation. Et lui s'est bien gardé d'en faire part. Si vous voulez, lui, il trouvait plus intéressant peut-être de la contrôler indirectement à travers tout un tas de personnes de son entourage. D'accord, oui, ce qui était la preuve d'un grand stratège, évidemment. Absolument. Complètement. Mais alors dites-moi, Marc de Jode, lors de la rédaction avec Monique Carra, donc de ces 300 petites biographies de personnages illustres qui ont été francs-maçons ou francs-maçonnes, quel est celui ou celle qui vous a le plus impressionné finalement, avec un peu de recul? Avec le recul, il y en a beaucoup, et certains, effectivement, pour lesquels j'ai eu un véritable coup de cœur. Et je pense notamment à des francs-maçons, à des hommes qui se sont rencontrés en maçonnerie. Parce que ce que j'ai découvert avec une grande surprise, c'est que certains hommes qui n'avaient rien à voir à faire entre eux se sont rencontrés pour la première fois au moment où ils attendaient pour qu'on les initie dans la loge maçonnique. Ah oui. Donc comme ça, on a de formidables coïncidences. Je parlais de Cambacérès tout à l'heure. Cambacérès, donc ministre de Bonaparte, a été initié dans une loge de Montpellier le même soir que le chimiste Chaptal, connu pour la chaptalisation du vin notamment. D'accord. Ah oui, c'est étonnant. Donc ces deux personnages qui ne se connaissaient pas auparavant se sont rencontrés là. À ce moment-là. On peut aussi dire la même chose entre, par exemple, Blanqui, le célèbre anarchiste Blanqui,
et Victor Schœlcher, qui a permis l'abrogation de la loi sur l'esclavage. D'accord. On peut encore dire la même chose avec un certain nombre comme ça de personnages qui se sont rencontrés. Je pense à Jules Vallès, le poète, et le futur ministre Gustave Mesureur, alors que lui-même n'avait que 22 ans. Vous voyez, donc ce sont des hommes jeunes qui se rencontrent par hasard à l'occasion d'une initiation maçonnique. Très bien. Marc de Jode, en tout cas, merci de nous avoir fait comme ça vivre à travers les portraits rapides de personnages illustres que l'on vient d'évoquer, leur vie maçonnique. Je rappelle le titre du livre que vous avez écrit avec Monique Cara. C'est donc aux éditions d'Hervy, Dictionnaire des francs-maçons illustres. Et on apprend plein de choses comme ça. C'est un peu on découvre ce qui explique la création de certaines choses. Je pense à Rudyard Kipling, par exemple. Oui, Rudyard Kipling. Celui qui a écrit le petit livre de la jungle. Le livre de la jungle. Voilà, par exemple, le livre de la jungle. L'histoire jungle. d'une initiation dans lequel il a repris effectivement tout un tas de symboles maçonniques, mais on pourrait dire la même chose aussi de Pinocchio. Oui, exact. Carlo Collodi. Oui, qui était franc-maçon qui, là aussi. encore est une histoire pour enfants, mais qui s'inspire considérablement de toute la symbolique maçonnique que ces deux hommes ont rencontré en loge. Étonnant. Dites-moi, est-ce que vous le savez, parmi tous les ministres qui sont au pouvoir actuellement, combien sont francs-maçons? Un certain nombre. Mais vous savez, on a l'habitude, moi je ne cache pas personnellement mon appartenance à la franc-maçonnerie, mais entre francs-maçons, on n'a pas l'habitude de se dévoiler les uns les autres. Et s'il y a des ministres francs-maçons, c'est à eux-mêmes de le dire à la presse. Ce qui paraît logique. Tout à fait. Très bien. Merci beaucoup Marc de Jode. Je vous en prie. À très bientôt, au revoir. Au revoir. Voilà, donc nous n'aurons pas de révélation tonitruante ce soir, mais enfin l'émission n'est pas terminée, on ne sait jamais. Alors parmi les autres francs-maçons illustres qui sont référencés dans ce livre que je vous conseille, publié aux éditions d'Hervy, il y a John Wayne par exemple, John Wayne le grand héros des westerns, qui était franc-maçon, Salvador Allende, Léon Blum, Franklin Roosevelt, Émile Littré, Simon Bolivar aussi, Robert Surcouf, le corsaire, qui était également franc-maçon. Jean-Louis Cany est resté en notre compagnie, Jean-Louis Cany, donc je vous le rappelle, grand officier national de la Grande Loge nationale française. Qu'est-ce que ça vous inspire, tous ces grands personnages comme ça Mais ça nous inspire que effectivement, ces personnages sont authentiques francs-maçons. Certaines, c'est vrai, l'ont été éphémères. Alors la grande question, c'est de savoir s'ils sont venus à la franc-maçonnerie parce qu'ils étaient célèbres et que la franc-maçonnerie les a attirés jusqu'à elle. Mais je pense que la plupart ont été des francs-maçons et se sont devenus célèbres parce que ils portaient ces valeurs maçonniques pour eux. Et certains n'ont pas été, ont été refusés. Je pense à cette histoire que le Canard enchaîné avait ressorti sur Valéry Giscard d'Estaing, qui avait voulu entrer en maçonnerie et il avait dit non, monsieur, c'est bon. Oui, là, le président Giscard d'Estaing voulait rentrer en franc-maçonnerie un petit peu par la grande porte, et quand on est apprenti, on commence par baisser la tête. Or, c'était peut-être difficile pour monsieur Giscard d'Estaing. Bon, nous avons un appel au 0826 300 300. Il s'agit de Robert qui nous appelle de l'Aveyron. Bonsoir Robert. Bonsoir. Je vous écoute. Que voulez-vous nous apporter d'abord? Voulez-vous nous apporter un éclairage ou poser une question à notre invité? Non, je ne pose aucune question puisque il y a ça va faire 42 ans que je suis maçon. Ah, très bien. Et au Grand Orient de France. Je voulais simplement dire que j'étais tout à fait d'accord avec le grand maître Quillardet. Quand il a dit qu'il était allé voir les ministres au nom de la maçonnerie, alors que Cany, notre frère Cany, lui dit que non, que les syndicats doivent faire ceci. Eh bien, moi, je vais vous dire, je suis un déçu de la politique, un déçu du syndicalisme. En tant qu'enseignant, je suis rentré très jeune en maçonnerie et la maçonnerie m'a énormément apporté. Vraiment beaucoup, dans tous les sens du terme. Humainement, vous voulez dire. Grâce à la franc-maçonnerie, j'ai appris à être moi-même, j'ai appris beaucoup de choses et j'ai surtout appris à côtoyer des gens qui ne pensaient pas comme moi. Et donc, je ne me suis pas enfermé dans une tour d'ivoire. Je me suis extériorisé et j'ai rencontré, je vais vous dire qui, un berger qui m'a beaucoup appris. Un berger? Un agriculteur. Un berger, oui. Qui était franc-maçon. Et c'est lui qui m'a appris, aussi bien qu'Alphonse Daudet, l'histoire des étoiles. C'est joli ça. En loge. Ouais. Voilà, bon, moi je vous parle de tout mon cœur.
Je ne suis pas du tout déçu de la franc-maçonnerie, mais je vous dirais que justement une parole de maçon vaut peut-être plus qu'une parole syndicale. Parce que c'est dans notre creuset, qu'on a appris à faire quelque chose et à transmettre une idée, à communiquer. Et puis j'ai surtout appris à me taire et à écouter. Et ça, c'est important pour les hommes. Et après avoir écouté, à s'écouter. Voilà ce que j'avais à apporter, moi, sur la maçonnerie. Ben, c'est déjà pas si mal, finalement, ce que vous avez appris. Comment? C'est déjà pas mal, ce que vous avez appris, finalement. Ah oui, j'ai appris que l'on pouvait s'écouter entre hommes. Ouais. Et ça, c'est important. Oui. Par les temps qui courent. Oui, par les temps qui courent. D'ailleurs, nous aurons tout à l'heure Danielle Chevalier, qui est une femme franc-maçon. J'ai beaucoup d'amis femmes franc-maçonnes. Et ma première rencontre avec Joséphine Baker, je n'étais pas maçon, j'étais militaire, je rentrais de Saumur avant de partir en Algérie. Oui. Je lui ai aidé à descendre les enfants du train. Et cette femme m'a invité à boire un coup, m'a évité la police militaire et j'étais en poste perme, bien sûr. Alors voilà, c'était les premières rencontres. Non, mais je suis rentré en maçonnerie parce que j'avais un oncle qui était vénérable, je l'étais moi-même. Vénérable, c'est-à-dire quelqu'un qui dirige une loge, c'est ça? Le vénérable, c'est le président d'une loge. D'accord. Ce n'est pas lui qui dirige, Moi, je crois qu'il faut bannir ce terme de diriger. C'est une équipe. Et cette équipe fait confiance à un homme. C'est le président, en quelque sorte. Oui. Et j'ai été président pendant 3 ans d'une loge. Très bien. Merci. Et oui, j'ai rencontré le grand maître au convent, cette année encore à Paris. Très bien. Merci beaucoup, Robert, en tout cas, de nous avoir appelé, de nous avoir fait part comme ça de ce que vous a apporté, vous, humainement, la maçonnerie. J'ai laissé passer mon cœur de maçon. Merci beaucoup, en tout cas. Au revoir, merci Robert. À Sud Radio pour la richesse de ces émissions. Merci, c'est gentil à vous. Au revoir, Robert. Au revoir. Dans quelques minutes, nous allons découvrir une femme franc-maçon. Danielle Chevalier va venir nous rejoindre cette émission. Jean-Louis Cagny de la Grande Loge nationale française reste avec nous. Danielle Chevalier est conseillère fédérale pour la région sud-ouest pour la Grande Loge féminine de France. Donc, elle nous apportera le point de vue féminin et l'on parlera de cette étrange position des différentes obédiences qui sont venues s'exprimer dans les aventuriers de l'étrange sur Sud Radio. Certaines sont masculines, d'autres sont exclusivement féminines. Est-ce qu'il en existe des mixtes? Je poserai la question à nos invités dans quelques minutes. Et je vous rappelle que il y a une grande conférence sur la franc-maçonnerie dans le cadre du Salon du Livre ésotérique qui va se tenir à Condom les 17 et 18 juin prochains. Si vous voulez en savoir plus, un site internet Salon Liber, en un seul mot, L-I-B-E-R, salonliber.org. Les aventuriers de l'étrange sur Sud Radio. Juanes, adios, Lepido sur Sud Radio. Dans les aventuriers de l'étrange, nous essayons de comprendre un petit peu comment fonctionne la franc-maçonnerie. Vous le savez, vous êtes les bienvenus dans cette émission si vous voulez poser des questions à nos invités ou nous faire part de vos commentaires ou vos réactions. Vous pouvez nous appeler au 0826 300 300 comme l'a fait Robert de l'Aveyron il y a quelques instants. 0826 300 300, notre standard est à votre disposition. Vous pouvez encore nous envoyer des SMS. Vous tapez Sud sur votre téléphone portable, vous laissez un espace, vous notez votre réaction, vous rédigez votre question, votre numéro de téléphone également si vous voulez que l'on vous rappelle, et vous envoyez le tout au 71 200. Sud Radio, les aventuriers de l'étrange. Danielle Chevalier, bonsoir. Bonsoir. Merci de nous rejoindre, une voix féminine, j'avais envie de dire, de ce monde de brutes. Alors, vous êtes conseillère fédérale pour la région sud-ouest, pour la Grande Loge féminine de France. Jean-Louis Cagny, donc, est en notre compagnie. Peut-être suivez-vous l'émission depuis le départ? Oui. Bon, très bien. Donc, je salue mon frère. Et je vous salue aussi. Merci beaucoup. Alors, Danielle Chevalier, je vais vous poser la même question que j'ai posée tout à l'heure à Jean-Michel Quillardet, donc grand maître du Grand Orient de France, et à Jean-Louis Cagny ici présent. Pourquoi êtes-vous rentré en maçonnerie? Bien, je suis rentrée en maçonnerie un petit peu peut-être par hasard, mais c'était ce que je recherchais. En fait, vers la quarantaine par là, j'avais essayé l'engagement syndical
Et au niveau politique, j'étais pas engagée, mais ça ne m'attirait pas. Et j'ai rencontré une personne avec qui je travaillais, avec qui je discutais régulièrement et qui un jour m'a parlé de maçonnerie. Parallèlement, mon époux est rentré en maçonnerie et la personne qui est venue le contacter au départ m'a demandé de rester au cours de l'entretien. Et là, j'ai découvert que finalement la maçonnerie, c'était ce que je cherchais, que je n'avais pas retrouvé au niveau de l'engagement politique ou de l'engagement syndical. Mmh. Et donc, dès qu'une loge s'est créée dans ma région, eh ben, j'ai demandé à entrer en maçonnerie. Oui. Voilà. Mais alors, dites-moi, Daniel Chevalier, je vais poser la question conjointement, donc à vous et à Jean-Louis Cany. Si j'ai bien compris, dans la Grande Loge féminine de France, il n'y a pas d'hommes, on est d'accord? Tout à fait. Bien. Dans la Grande Loge nationale française, Jean-Louis Cany, il n'y a pas de femmes. Absolument pas. Au Grand Orient de France, visiblement non plus. Enfin, il n'y a que des hommes. Hein. Il n'y a pas de femmes. Alors, dites-moi, on est quand même au XXIe siècle. Il y a une loi qui est passée concernant la parité. Qu'est-ce qui fait, donc, à vous de répondre, Daniel Chevalier, que chez vous, il n'y a que des femmes? Chez nous, il n'y a que des femmes, peut-être parce qu'au départ, il n'y avait que des hommes. Oui. Hein, et que il existait tout à l'heure, votre invité a dit que la franc-maçonnerie féminine existait depuis le XVIIIe siècle, mais elle existait en parallèle, en marge, et puis dans des obédiences dites d'adoption qui étaient souchées à la franc-maçonnerie masculine. C'est-à-dire qu'elle était à peine reconnue tout en étant reconnue, quoi. Voilà. Ouais, elle était tolérée, quoi. Tolérée, enfin acceptée, disons. Ouais. Hein, mais elle avait des rituels différents, dits rituels d'adoption, et elle ne partageait pas la maçonnerie que vivaient réellement les hommes. Mmh. Donc, ça a duré assez longtemps. Hein, puisque la Grande Loge féminine de France, en fait, s'est créée à la suite de la Deuxième Guerre mondiale. Ouais. Les loges d'adoption ont prospéré, elles étaient souchées à la Grande Loge de France. Et en 1935, par là, les frères de la Grande Loge de France, trouvant que ces loges d'adoption prospéraient, se sont dit on va leur donner leur autonomie. Et là-dessus, la Deuxième Guerre mondiale est arrivée et en fait, ça a été l'œuvre qui a suivi la Deuxième Guerre mondiale. Mmh. Et d'abord, les frères de la Grande Loge de France ont souhaité créer une obédience à côté de la leur, et ils l'ont appelée l'Union maçonnique féminine de France. Hein, donc ça a été créé avec les sœurs un petit peu rescapées à la suite de la guerre, qui avait quand même disséminé pas mal les effectifs. Oui. Mais dites-moi, Daniel Chevalier, là, on a bien compris, l'histoire, c'est en réaction à ce qui se passait historiquement à cette époque-là. Au XVIIIe siècle, la femme était la cinquième roue du carrosse, voire pire. Enfin, bref, quand elle pouvait approcher le carrosse. Mais actuellement, maintenant, est-ce que, vu que vous avez l'air d'être des gens tournés vers le progrès, il ne serait pas bien, je sais pas moi, je parle de ça en tant que témoin extérieur, mais il serait pas bien de refondre tout ça et d'ouvrir, comme dans la société normale, que tout soit mixte finalement. Qu'en pensez-vous? Tout est mixte. Non, mais la franc-maçonnerie mixte existe. Et elle s'est créée à la fin du XIXe siècle. Hein. En 1893, vous avez le droit humain, l'obédience du droit humain qui s'est créée, et c'était une obédience mixte. D'accord, donc déjà dès le XIXe siècle. Oui. Les loges mixtes, en fait, sont apparues avant la loge féminine. Ouais. Alors, je vais poser ma question de manière différente. Est-ce que vous ne vous sentez pas plus à l'aise, et je poserai la même question à Jean-Louis Cany, à travailler entre vous, femmes, sans la présence des hommes?
Oui, on pense qu'on a une spécificité féminine. Bien sûr, ça c'est évident. Cette spécificité, en fait, est préservée par le fait que nous nous réunissions entre nous. Oui. Et certaines autres diront que en fait, la présence masculine dans des loges féminines modifie le mode de fonctionnement, d'expression, et donc les femmes, évidemment, s'exprimeraient mieux entre elles. Ouais. Et en plus, disons que la franc-maçonnerie, travaillant à l'amélioration de la condition humaine et luttant contre les esclavages, quels qu'ils soient, disons que la condition de la femme, dans la condition humaine, a été longtemps, si vous voulez, au niveau de l'esclavage, la femme était maintenue dans l'ignorance, dans les tâches ménagères. Bien sûr. Et donc, disons qu'on est peut-être les mieux placés pour aussi, entre autres, puisque on va défendre aussi bien la condition des enfants que des personnes qui souffrent. Mais il y a aussi la condition de la femme, et peut-être qu'on est les mieux placés pour en discuter. C'est évident. Jean-Louis Cany, la Grande Loge nationale française que vous représentez donc ici dans les Aventuriers de l'étrange est purement masculine. Alors, on revient à ce que je disais tout à l'heure, 8 millions de francs-maçons à travers le monde, réguliers, c'est-à-dire qui respectent la règle fondamentale, ce qui ne veut pas dire que les autres ne respectent pas leurs règles, celle qui fut instaurée à la création de la franc-maçonnerie, n'acceptent pas effectivement les femmes. Alors, la première raison, je pense que c'est ancestral. C'est-à-dire que sur les devoirs des compagnons compagnons bâtisseurs, il était précisé que pour être compagnon, il fallait être né libre, il fallait être majeur, et il fallait ne pas être infirme et ne pas être femme. C'était comme ça. C'était comme ça. Bon, ça date du XIVe siècle. Oui. On peut quand même. Mais ça a duré. Voilà, un peu, oui, c'est vrai. Et même encore de nos jours. Un peu. Alors, effectivement, il y a cette règle. Alors, moi, je pense effectivement, personnellement, à titre personnel, qu'elle est regrettable. Elle est regrettable. Je ne suis pas pour la maçonnerie féminine, ni pour la maçonnerie masculine. Je pense que la maçonnerie devait être au reflet de la société, c'est-à-dire mixte, regroupée des hommes et des femmes. Je pense que dans toutes les obédiences se pose la question, aussi bien au Grand Orient de France, je ne suis pas habilité pour parler pour lui, que dans les autres, on se dit quand même, c'est quand même un peu anachronique, c'est un peu anormal de ne pas recréer la même collaboration entre hommes et femmes que l'on retrouve dans la cité. Moi, je vais accuser la franc-maçonnerie dite irrégulière, c'est-à-dire celle qui est en train de remuer un petit peu tous les fondements de la franc-maçonnerie, en disant que le jour où la franc-maçonnerie régulière aura obtenu l'espèce de calme d'agitation, qui aura rompu avec cette agitation qui est environnante, où on supprime une fois le grand architecte de l'univers, une autre fois on modifie un rituel, on le déforme, on le rend complètement inaccessible. Je pense que la question pourra se poser et qu'elle sera, dans ce cadre-là, réglée positivement. Et d'ailleurs, je précise qu'en Angleterre, qui est le pays gardien, entre guillemets, de la régularité maçonnique, bien, les fameux clubs anglais commencent par être pénétrés le plus légalement du monde par des femmes, donc je vois pas pourquoi. Oui, mais il y a très peu de temps, hein. Oui, il y a très peu de temps. Les clubs des gentlemen anglais étaient réservés aux gentlemen, justement. Les clubs, c'est la franc-maçonnerie, et chaque loge a son club. Ah, d'accord. Et par exemple, sur Londres, il y a 1000 loges et 1000 clubs. Eh bien, il y a déjà quelques clubs qui ont dû concéder l'entrée des femmes dans leur sein. Je note que vous avez dit
concéder. Oui, concéder, oui, c'est vrai. C'est vrai que ça ne se fait pas, c'est pas spontané. C'est vrai que les hommes, les francs-maçons comme les francs-maçons, ils sont bien entre eux, ils discutent, ils échangent, c'est un cercle de copains, mais c'est regrettable. Je pense que ça évoluera. Daniel Chevalier, il y a encore du chemin à faire, hein. Daniel Chevalier, Jean-Louis Cany, vous restez avec nous, une pause et on se retrouve pour continuer à essayer de comprendre les arcanes de la franc-maçonnerie en France. Sud Radio, les aventuriers de l'étrange. Pascal Obispo, 1980, extrait de son tout nouvel album dans les aventuriers de l'étrange sur Sud Radio. Nous parlons de la franc-maçonnerie. Si vous voulez venir poser des questions dans cette émission, vous êtes les bienvenus. 0826 300 300 ou encore nous contacter par SMS Sud, un espace. Vous envoyez votre réaction, votre question, éventuellement votre numéro de téléphone si vous voulez que l'on vous rappelle et vous envoyez le tout au 71 200. J'en profite pour vous rappeler que dans le cadre du salon du livre ésotérique qui va se tenir à Condom les 17 et 18 juin, autrement dit le week-end prochain, il y a une grande conférence sur la franc-maçonnerie et son avenir dans la société actuelle. Ce sera au théâtre de Condom dans le cadre de ce salon. Un site internet, salonliber en un seul mot, .org pour avoir toutes les infos. Parmi mes invités, Daniel Chevalier, qui est conseillère fédérale pour la région sud-ouest, donc pour la Grande Loge féminine de France, ainsi que Jean-Louis Cany, qui est grand officier national de la Grande Loge nationale française. Et nous avions reçu tout à l'heure, en début d'émission, le grand maître du Grand Orient de France, Jean-Michel Canet. Daniel Chevalier, revenons aux travaux que vous faites dans vos loges. C'est ça, je suppose que, vous l'avez dit, la position de la femme dans notre société n'est pas encore celle qu'elle devrait être, et ça fait partie des grands travaux sur lesquels vous vous penchez, évidemment. Bien sûr. Et en fait, nous avons une double responsabilité dans nos loges. D'un côté, transmettre les outils et les valeurs qui sont ceux de la maçonnerie, et ensuite intervenir dans la construction de la société, dans la cité. Et à ce niveau-là, nous essayons de lutter contre les injustices, les inégalités de tous ordres, les sectarismes, les exclusions, et entre autres donc la condition de la femme. Mmh. Et c'est vrai que la condition de la femme, il y a un gros chantier qui se présente à nous à ce niveau-là. C'est vrai. Que ce soit sur le plan professionnel, quand on fait allusion au fameux plafond de verre, qui est un euphémisme pour montrer que certaines femmes sont écartées de certains postes de direction ou de responsabilité. Ouais. C'est Simone Veil qui avait dit, je crois, il me semble, elle avait dit il y a fort longtemps, quand on mettra une femme incompétente à un poste d'importance, là on saura que vraiment on est arrivé à presque égalité avec les hommes. Je pensais que c'était Edith Cresson qui l'avait dit. Ah, c'était Edith Cresson. Bon. Non, il me semble que c'est Simone Veil. Ça peut être l'une ou l'autre. En tout cas, ça reflète bien la réalité. Tout à fait. En tous les cas. Mais bon, ça n'est pas que ça. Vous ne travaillez pas que là-dessus, évidemment. Ah non, il n'y a pas que ça. Hein. Mm-hmm. Bon, il y a tout ce qui concerne, si vous voulez, le bien-être de l'être humain et son progrès dans la société. Ce qui est la même chose, comme dans la Grande Loge nationale française ou au Grand Orient de France, comme on l'a vu tout à l'heure, évidemment. Oui, nous avons exactement les mêmes principes et les structures de la franc-maçonnerie. Hein. Oui. Et évidemment, nous sommes en première ligne pour nous occuper en plus de tout ce qui concerne les problèmes de la femme. Ouais. Mais en sachant très bien que nous travaillons dans l'équilibre et dans l'harmonie et que l'homme est l'autre pôle de l'humanité. Bien entendu. Dites-moi, comment ça se passe dans un couple quand l'un est franc-maçon et l'autre pas? Ça se gère comment, ça? Ça, je pense que chacun doit un peu le gérer à sa façon. Oui. Ce que j'ai pu voir peut-être autour de moi, il y a les couples où l'un est franc-maçon, l'autre non. Quelquefois, c'est les deux. Très souvent, c'est les deux. Oui. Il y a peu de femmes qui sont à la Grande Loge féminine de France. Nous sommes en 2000, un peu plus de 11 000. Oui. Il y en a peu lorsqu'elles sont en couple qui ne sont pas l'épouses d'un franc-maçon. C'est vrai que les francs-maçons nous amènent beaucoup de postulantes. D'accord. Là. Et
Alors après, certains disent comme ça, oh ma femme elle comprend pas, il faut peut-être, il faut que j'explique. Et bien souvent, comme il m'est arrivé à moi, lorsque mon mari rentre en maçonnerie, il y a le frère qui vient présenter la maçonnerie et discuter avec le postulant, fait en sorte qu'il y ait l'épouse. D'accord. Pour qu'il y ait une compréhension et que ça se passe dans les meilleures conditions. D'accord. Daniel Chevalier, Jean-Louis Cany, nous accueillons Dominique qui nous appelle de Mérignac. Dominique, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes à l'antenne dans Les Aventuriers de l'étrange sur Sud Radio. Nous vous écoutons. Vous avez une question à poser ? Oui, j'ai une question à poser car mon mari est décédé, il était à la Grande Loge nationale de France. D'accord. Et moi j'ai opté pour les loges mixtes, donc le droit humain. Donc vous êtes franc-maçonne, hein ? Je suis compagnon, oui, je suis franc-maçonne, mais je ne suis pas vraiment franc-maçonne puisque je n'ai pas le grade de maître. Oui. Et j'avais opté pour la mixité en ce sens que je pensais qu'une société, le reflet de société était la mixité. Ah, donc vous êtes dans une loge mixte ? Oui, au droit humain. Ah, alors dites-moi un peu. Je trouve que sur 50 adhérents, entre guillemets, il doit y avoir 4 hommes pour le restant, 46 femmes. Oui, d'accord. Et qu'une mission que des femmes. Or, le droit humain, c'est récurrent dans toutes les loges du droit humain. Il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes, vous voulez dire ? Il y a un problème au droit humain, et dans un grand nombre de loges sur Bordeaux, puisqu'elles sont sur Bordeaux, moi j'en suis arrivée bloquée depuis 8, bientôt 9 ans, au grade de compagnon par un groupuscule entre guillemets. Oui, mais Dominique, là, je suis quasiment démissionnaire, alors que je suis très attachée aux principes maçonniques et aux idéaux, aux engagements, aux valeurs d'une construction de société, parce que je ne peux pas, en qualité de compagnon, partir. Oui, mais Dominique, je vous arrête tout de suite. Là, j'avoue que je comprends un petit peu ce que vous dites, mais pas tout, parce que je ne connais pas toutes les arcanes et ceux et celles qui nous écoutent sont pareils. Là, ce que j'aimerais que vous nous disiez, c'est vous. Est-ce que dans un endroit mixte, travailler avec des hommes, vous avez trouvé ça plutôt enrichissant ou pas ? Voilà, c'est ça surtout. C'était extrêmement enrichissant, et c'est extrêmement enrichissant parce que il y a une complémentarité. Oui. Mais la grande question est de se dire où sont les hommes, parce que les hommes désertent pour partir justement au Géo, au Grand Orient, ou pour être entre eux, quoi, sans femmes, c'est ça. Entre eux. Ouais. Jean-Louis Cany, oui. Que les sœurs, finalement, parce que je rencontre des sœurs aussi sur les lieux, sur les parvis, sont beaucoup mieux entre elles. Alors qu'en est-il de la mixité ? Oui. Daniel Chevalier, Jean-Louis Cany, là, la balle est dans votre camp. Décidément, c'est tenace, hein, comme habitude, j'avais envie de dire. Oui. Bonsoir ma sœur. Oui. Tout d'abord, je vous ai dit tout à l'heure en début d'émission, si vous avez débuté avec nous, qu'effectivement j'avais cette double culture, avoir été au Grand Orient de France et aujourd'hui à la Grande Loge nationale française. Quand j'étais au Grand Orient de France, j'ai été un membre fondateur d'un atelier du droit humain. Qui existe toujours encore, et effectivement cette démarche mixte, de mixité, me semblait tout à fait logique et me semble d'ailleurs toujours aujourd'hui. Oui. C'est vrai, il faut le dire, qu'en plus de la tradition, qu'en plus des interdictions que nous avons nous à la Grande Loge nationale française de fréquenter des ateliers irréguliers entre guillemets. Une interdiction. Interdiction pour des tas de raisons. On pourrait traiter ce problème dans le cadre de la régularité, c'est-à-dire. Oui, non, mais attendez, je comprenais pas parce que je comprends. Dans le concept, comment peut-on, dans le langage, parce que d'après ce que l'on entend depuis tout à l'heure, depuis 1h30 maintenant, le mot interdit n'a pas l'air d'avoir
cours en maçonnerie visiblement. Et là, on vous interdit de faire des choses. Non, on nous interdit pas. Chacun peut aller faire ce qu'il veut. Il peut effectivement aller visiter la loge de son choix, mais sous peine de toute façon d'un risque d'exclusion. Oui, ce qui revient. Voilà, il revient exactement au même. C'est excellent. Ça. Pourquoi ? Parce que si vous voulez, une loge qui travaille à la gloire de Dieu, à la gloire du grand architecte de l'univers, qui a été consacré à la gloire du grand architecte de l'univers, est un espace sacré. Ça, je veux bien l'entendre. Voilà. Pourquoi pas. Donc, si vous avez été initié dans cet espace et que vous alliez dans un espace qui obligatoirement sera laïque, profane, vous l'appelez du nom que vous voulez, eh bien vous tombez dans un cadre qui est irrégulier et vous n'y avez pas votre place. Alors, il y a quand même des passerelles à l'heure actuelle qui sont en train de se faire, c'est-à-dire que il y a des méthodes, il y a des moyens de recevoir des francs-maçons et des francs-maçons irrégulières, toujours entre guillemets, c'est ce qui se passe. Oui, parce que voilà, oui, non, mais c'est vrai, mais il faut le dire, mais il faut en parler. Qui se passe à Toulouse, où nous recevons pratiquement une fois par mois, dans une tenue ouverte, avec un certain cérémonial, des frères qui viennent d'autres obédiences et des sœurs irréguliers. Mais qui sont irréguliers, c'est-à-dire. C'est étonnant pour un franc-maçon quand même de parler comme ça. Non, c'est pas étonnant dans le sens où effectivement ils ont fait un choix et ils ne respectent pas la règle première. Alors ça ne les rend pas ni plus mauvais francs-maçons, ni pire hommes ou pire femmes, et ça les rend simplement sur le plan de la relation. Plus compliqué, quoi. Voilà. Bon, alors revenons à la mixité. Daniel Chevalier, que pensez-vous de ce qu'a dit Dominique qui nous appelle de Mérignac ? Je pense que Dominique, elle illustre un petit peu la situation dans laquelle nous nous trouvons en disant que finalement les hommes qui sont aux droits humains s'en vont pour travailler entre eux. C'est pour ça que nous pensons non pas parce que nous sommes une loge féminine que nous travaillons entre nous d'une manière vraiment totalement isolée. Non, nous allons travailler entre nous, mais pour pouvoir échanger après. Il existe des tenues entre Quand vous dites loges. tenues, c'est les réunions, c'est ça, hein ? Oui. D'accord, oui. Voilà, d'accord. Et dans lesquelles les hommes et les femmes peuvent, par exemple, travailler sur un même sujet séparément et puis confronter leur travail, en discuter ensemble. Ah, d'accord. Donc il y a des moments d'échange quand même. On peut se rencontrer. On peut se rencontrer. Il existe voilà. ce qu'on appelle des tenues interobédientielles. D'accord. Et l'année dernière, au niveau national, d'ailleurs, il y a eu une tenue commune entre la Grande Loge de France et la Grande Loge féminine de France. D'accord. Donc vous avez travaillé ensemble, quoi. Oui. Si vous voulez, c'est le temps de réflexion, d'approfondissement que nous travaillons séparément, mais non pas dans l'exclusive totale. Oui. Voilà. Bien. Encore une pause et on se retrouve tout à l'heure parce que j'ai une question à tous les deux à vous poser, que ceux et celles qui nous écoutent doivent se poser également. Comment sélectionnez-vous ceux qui vont rentrer ? On ne connaît pas Jean-Louis Cagny, un vieillard franc-maçon qui traverse la rue pour aller à l'alpaguer en disant bonjour, je veux rentrer chez vous. Quand on est intéressé, on trouve toujours la porte d'entrée. Donc je vous poserai la question à vous, il y a Daniel Chevalier dans Les Aventuriers de l'étrange. Les Aventuriers de l'étrange sur Sud Radio. Baby, Can I Hold You? C'était Myriam Abel sur Sud Radio. Dans Les Aventuriers de l'étrange, nous parlons de la franc-maçonnerie et des francs-maçons, évidemment, et de ce qu'ils font à l'intérieur des loges. Ce sont les lieux dans lesquels ils se retrouvent. Si vous avez des questions, 0826 300 300, 0826 300 300. Cyril vous attend à notre standard, ou encore vous pouvez nous communiquer vos réactions, vos questions par SMS en nous écrivant Sud d'abord, ensuite un espace, et vous nous envoyez donc vos réactions au 71 200. Daniel Chevalier est en notre compagnie, Jean-Louis Cagny également. Daniel Chevalier, comment se passe, excusez-moi peut-être d'employer le mauvais terme, mais le recrutement? Le recrutement. Oui, enfin, de différentes façons. Oui. Il y a parfois des personnes qui veulent rentrer en maçonnerie et qui ne rencontrent pas, comme notre frère, un vieux maçon sur leur chemin. Oui. Alors dans ce cas-là, comment faire? Maintenant avec Internet, ça devient plus facile.
On peut chercher sur Internet la plupart des principales. Oui, les principales obédiences ont un site Internet, voilà. Ça c'est vrai. Oui, pour travailler sur l'émission, je l'ai largement utilisé et c'est facile à trouver. Tout à fait. C'est vrai. Oui. Donc, elle s'adresse à ce moment-là à la GLFF à Paris. Mm-hmm. Et à Paris, on les dirige vers l'atelier, c'est-à-dire la loge, qui est le plus proche de chez elles. Voilà, de là où elles habitent. De là où elles habitent. Ok. Bon, Mais pardon ? À partir de ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Parce que vous acceptez tout le monde, ça se passe comment? Alors, à partir de ce moment-là, tout à l'heure, vous avez parlé de Vénérable. Oui. La Vénérable va rencontrer cette personne, avoir un premier entretien pour essayer de voir si cette personne ne s'est pas trompée, permettre à cette personne de poser des questions pour savoir si elle-même ne s'est pas trompée, si la maçonnerie, si c'est ce qu'elle cherche vraiment. D'accord. Et donc là, il va y avoir plusieurs étapes. La personne ensuite sera enquêtée par trois sœurs de l'atelier. Ah bon, trois personnes différentes qui vont faire un rapport qui sera lu. Oui, mais quand vous dites enquêter, ça veut dire quoi Ça veut dire que ces personnes séparément vont la rencontrer, lui poser des questions, essayer de mieux la connaître. Pour savoir si vraiment là aussi elle a fait le bon choix. Quelquefois il y a des personnes, on sent qu'elles seraient mieux dans une obédience mixte. D'accord. Bien, donc vous les envoyez on chez les leur voisins. dit qu'il existe aussi des obédiences mixtes. On leur présente quand même les différentes possibilités. D'accord. Pour qu'elles fassent leur choix, parce qu'il est important que la personne qui rentre bien là où ça lui correspond. D'accord, entendu. Donc il y a tout ce travail d'enquête qui est fait auparavant. D'accord. Donc il y a quand même, on finit par bien connaître la personne finalement. Oui, parce que la personne après aussi aura une autre étape qui sera dans la loge où l'ensemble de l'atelier lui posera des questions, mais à ce moment-là, elle aura les yeux bandés, elle ne verra pas les personnes. Ah oui, d'accord. Pour au cas où elle ne rentre pas, qu'elle ne puisse pas dire tiens, j'ai croisé une telle. D'accord, très bien. Voilà. Et quels sont les types de questions que vous posez? Parce que c'est assez curieux. Si vous voulez, il n'y a pas d'exclusive. Les seules personnes qui ne rentreront pas en maçonnerie sont les extrémistes. D'accord. Que ce soit, c'est les personnes qui ont des idées totalitaires, qui sont totalement opposées aux nôtres et qui ne rentreront pas en maçonnerie. Il y a quelqu'un qui chez qui vous décelez un relent de racisme ou des choses comme ça. Là, c'est niette. Ah oui, ça c'est immédiatement. Ouais, d'accord. Sinon, après, les questions que l'on pose, c'est sur les goûts de la personne, sur sa vie jusqu'à ce moment-là, un petit peu comment ça s'est articulé, ses goûts de lecture, de musique, de loisirs, essayer de mieux la connaître dans sa globalité. Oui, d'accord. Et alors, enfin, parce que dites donc, là, ça en fait des étapes, tout ça. Ah oui, c'est beau, on dit souvent, c'est un lieu commun, qu'il est plus difficile de rentrer en maçonnerie que dans une secte, mais on peut en partir plus facilement, alors que dans une secte, on peut pas. C'est l'inverse en règle générale. Oui, tout à fait. Et alors, après ce feu nourri de questions, quelle est l'étape suivante? Finit par avoir une réponse finalement. La personne est acceptée, oui. Enfin, accepter ou refuser, parce qu'il y a des votes qui s'expriment à chaque niveau. D'accord. Et donc, si la personne est acceptée, elle est initiée. Et à partir du moment où elle est initiée, elle est franc-maçonne. Ce que disait tout à l'heure, c'était Dominique qui appelait. Elle disait qu'elle n'était pas franc-maçonne parce qu'elle n'était pas maître. Non, quand on est initié, on est franc-maçon. L'initiation est pour la vie, si vous voulez. Alors, c'est ça qui est étonnant quand même. D'abord, juste parce que je voudrais revenir sur ce terme initié. C'est quand même assez étonnant. Jean-Louis Cany, d'abord, à la Grande Loge nationale française, c'est la même chose que... Oui.
La première chose, c'est que pour entrer en franc-maçonnerie, enfin, les questions que nous posons, qui sont fondamentales, c'est d'abord, il faut que l'épouse ou la compagne soit informée du choix de devenir en franc-maçonnerie. Il est impensable qu'un homme se cache pour aller rejoindre ses frères. C'est pas des rendez-vous secrets. Il peut pas. C'est pas possible. D'accord. Bon, ça c'est la première des choses. La seconde question, effectivement, qui est posée à nos adhérents, c'est quelle est votre croyance en Dieu? Est-ce que vous croyez à un être suprême révélé? Alors ça, c'est effectivement c'est la question de base. Si la réponse est négative, bien on expliquera à ce récipiendaire. S'il est athée, je veux dire, je suis athée. Non, on peut pas être athée et membre de la Grande Loge nationale française. D'accord. Ça c'est pas possible. Par contre, bon. S'il est agnostique, c'est-à-dire qu'il croit en quelque chose, mais qu'il n'a pas de religion précise. S'il n'a pas une religion précise, bon, effectivement, c'est une autre chose. Mais il croit à un principe surnaturel. Donc il peut être musulman, juif, il peut être. D'ailleurs, si vous voulez, je crois que la grande surprise que j'ai découverte quand je suis rentré à la Grande Loge nationale française, ça a été cette diversité. C'est-à-dire de me retrouver avec des juifs pratiquants, des musulmans pratiquants, des chrétiens convaincus, des protestants, des orthodoxes. etc. Oui, riche, intéressant. Alors, le processus est le même, c'est-à-dire 3 personnes qui viennent enquêter, ensuite un peu de à la seule condition qu'il faut faire très attention, si vous voulez, ce que recouvre le terme des enquêtes. Les enquêtes, on ne va pas poser de questions politiques à la personne. On ne va pas lui demander s'il est pour ou contre la contraception, on ne va pas lui demander s'il est pour les 35 heures, on ne va pas lui demander ce genre de questions. Ça pourrait être intéressant. Oui, parce qu'il y a des obédiences, ou si vous vous présentez, que vous expliquez que vous croyez en Dieu, que vous êtes contre les 35 heures et que vous êtes pour la contraception. Vous n'allez pas avoir de peine à compter le nombre de boules noires que vous allez avoir. C'est boules noires servant, blanc et noir servant à voter. Alors, d'accord, noir c'est non, j'imagine. Il faut faire attention, on ne questionne pas les futurs frères sur leurs opinions. Leurs opinions, c'est les leurs. Alors, c'est vrai ce que disait notre sœur, c'est que si on décèle dans les réponses un frère extrémiste, on ne peut pas être raciste et être universaliste. Non, là il y a un problème. Ça c'est pas possible. On peut pas être dans une loge, ne pas aimer les Noirs, ne pas aimer les Arabes, puisqu'il y en a déjà. Alors c'est pas eux qui vont partir, ça c'est évident. Ça. D'accord. Ok, très bien. Alors Daniel Chevalier, revenons à vous. Vous avez parlé d'initiation. C'est le même terme que vous avez employé, Jean-Louis Cagny. Initiation. Ça signifie quoi? Initier, c'est étonnant ça. Transmettre, donner. Dit Jean-Louis Cagny rapidement. Je vous écoute, Daniel Chevalier. Oui, non, ça veut dire nous sommes un ordre initiatique traditionnel. C'est-à-dire que nous allons, si vous voulez, la personne qui va rentrer chez nous, c'est qu'elle a envie de faire un chemin avec nous. Elle va apprendre à mieux se connaître pour pouvoir réaliser, si vous voulez, l'idéal qui est celui du maçon, c'est de travailler au bien-être, à l'amélioration constante de la condition humaine. Oui. Mais pour cela, il va falloir qu'il fasse aussi un travail sur lui-même. Il va falloir qu'il progresse. Et cela, il va le faire au sein de la maçonnerie avec les outils et la méthode que lui donne la franc-maçonnerie. Donc, parmi ces outils, vous avez les symboles, le langage symbolique. Vous avez les rituels qui vont aider. Et tout cela va permettre aux maçons de progresser, de suivre son chemin, d'avancer dans sa quête. C'est une quête de sens, une quête de vérité, une quête de vie. Et l'initiation, ça va être... Bon, il y a le moment, le passage, mais en fait, l'initiation, là, c'est, si vous voulez, un raccourci qui, en fait, va montrer au postulant tout ce qu'il a à faire. Et l'initiation, ça va être toute sa vie maçonnique. En fait, elle ne s'arrête jamais.
Oui, d'accord. Jean-Louis Cany, je connais des initiations tribales, je veux dire, dans des tribus où quand, par exemple, l'adolescent va passer à l'âge adulte, on lui fait subir une initiation. Généralement, c'est quelque chose qui remue un peu, qui fait un peu peur, qui effraie. Il faut qu'il vainque sa peur, etc. et qu'il devienne à ce moment-là, il est accepté par le clan des chasseurs. Et ça, c'est cette initiation. Ça, je comprends. Chez vous, c'est pareil ? Oui, c'est-à-dire que l'initiation consiste, pour celui qui initie, à donner une éthique, des valeurs morales et une technique de travail sur soi qu'il a lui-même reçue. C'est pour ça que tout à l'heure, quand on parle de régularité, c'est important, puisque si vous vous interrompez, si vous créez une rupture, si vous voulez, dans cette époque, vous allez changer d'initiation. C'est-à-dire si non, mais je vous demandais ce qu'est l'initiation. L'initiation, c'est le moment où ça se passe, c'est quoi? Le moment de l'initiation, ça dure toute la vie maçonnique. Il y a une cérémonie d'initiation, comme disait notre sœur. Il n'y en a aucun des deux qui répondra à ma question. Pourquoi? Préciser alors. Mais qu'est-ce qui se passe à ce moment? On dit vous allez être initié. Ah bon, et alors? Il va vivre quoi? Bien, il y a un rituel d'initiation. Voilà. Il y a un rituel d'initiation. En quoi consiste-t-il? Qui peut être comparé effectivement à ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire ce qu'on peut trouver en Papousie ou ailleurs. C'est-à-dire c'est un rituel, c'est une ambiance qui est créée. Ce sont il est donné à celui qui est initié un savoir. Parfois il est marqué, comme ça se passe si vous voulez pas en France, pas non mais dans les tribus par exemple, oui, tout à fait. Il y avait une marque, effectivement, elle n'existe pas en franc-maçonnerie parce que ça serait interdit ou combien, si quoi que ce soit. Ça devient la torture. Mais il y a une marque psychologique, effectivement, très forte. Supporter une cérémonie initiatique, c'est un moment très 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 fort de la vie d'un franc-maçon. Quand vous sortez de là, il y a quelque chose qui s'est passé en vous que vous pouvez jamais oublier. Très bien. Mais après l'initiation, c'est toute la vie. Et moi, je me sens tous les jours un peu plus apprenti. Comme tous les philosophes, finalement. Daniel Chevalier, Jean-Louis Cany, il y a un SMS qui vient de nous arriver. Je vous rappelle que pour envoyer les SMS, vous tapez Sud, vous laissez un espace et vous envoyez votre question ou votre remarque au 71 200. Le SMS dit ceci: quels sont les frais pécuniaires après admission chez les francs-maçons? Bonne question, ça. Ça coûte combien, mon bon monsieur? Je commence par Daniel Chevalier, excusez-moi. Daniel Chevalier, ça coûte combien? En maçonnerie, ça coûte entre, disons la moyenne, on va dire 250 et 300 euros pour l'année. Ah, par an, voilà, c'est la cotisation, quoi, pour l'année. Voilà. D'accord. Oui. Ah oui, effectivement, c'est pas excessif, c'est pas Jean-Louis Cany. Ça peut mettre certaines sœurs en difficulté. Nous avons pour cela un tronc qui est prévu pour aider justement les sœurs qui sont en difficulté, parce que il est bon en maçonnerie d'avoir tout type de personnes, qu'il y ait un brassage aussi bien au niveau des générations qu'au niveau social, au niveau des origines, et donc il serait dommage qu'il y ait une sélection qui soit faite par l'argent. D'accord. Donc, Jean-Louis Cany. Mais c'est vrai qu'au départ, il faut s'engager à pouvoir le payer. Mais quelquefois, vu les difficultés de la vie, des gens qui tombent au chômage, des choses comme ça. Enfin, exactement. D'accord. Alors c'est à peu près du même ordre de valeur. 250, 300 euros par an. 250 et 300. C'est vrai que ça ajoute quelques frais annexes, notamment à la Grande Loge nationale française, où il faut avoir un costume noir obligatoire, une chemise. Celui qu'on met à la première communion ou au mariage. Souvent on n'y rentre pas quand on rentre vers la quarantaine, ou alors il faut rentrer très très jeune. Il y a des frais annexes qui sont pas insupportables. Et puis il faut être clair, il faut savoir ce que disait notre sœur tout à l'heure, c'est qu'il y a des techniques de solidarité et d'entraide à l'intérieur de l'obédience qui font qu'un frère qui est touché par le chômage ou par une catastrophe de la vie va être secouru en tant que tel. C'est une obligation, ça, à l'entraide. D'ailleurs, c'est ce qu'on reproche des fois au scandale financier, etc. C'est que les francs-maçons se serrent les coudes et voilà. C'est le copinage est autre chose que la fraternité. Le copinage, je suis totalement contre. Je pense que ma sœur est de cet avis. La fraternité, c'est autre chose, bien entendu. Daniel Chevalier.
Je suis tout à fait d'accord. En fait, la fraternité est une chose extraordinaire, mais il ne faut pas confondre. Et là aussi, quand des postulantes se présentent, on essaie par nos questions de comprendre si elles rentrent par opportunisme. Ça peut arriver. Pour se faire une carte de visite. Parce que elles imaginent qu'il y a un réseau derrière et que ça va permettre certaines entrées. Ça peut arriver. Et je pense que ça, il faut le dire assez tôt. C'est pas la peine qu'une personne rentre avec cette idée-là, elle sera déçue. D'accord. Ouais. C'est comme, il ne faut pas qu'une personne rentre en pensant qu'en maçonnerie, c'est le royaume que tous les francs-maçons sont des saints. C'est pas ça, on rentre pas en maçonnerie, on fait pas vœu de sainteté, c'est une... Oui, c'est humain. C'est humain. Et justement, c'est à la fragilité humaine, et c'est en ça que c'est intéressant. Ouais. Donc, il va se passer un peu les mêmes turbulences que dans la vie, que dans la vie profane. Mais ce qu'il y a, c'est qu'en maçonnerie, on a des outils, on a cette démarche initiatique et tous les outils maçonniques qui vont nous aider à résoudre ces problèmes. Et la fraternité, on va se respecter, on va apprendre à gérer des conflits sans s'agresser, on va apprendre à regarder celui qui est en face au-delà des apparences. Et donc, à partir de ce moment-là, on va apprendre à régler les petits conflits qui peuvent exister comme dans le monde profane. Jean-Louis Cany. Oui, je crois qu'effectivement le défaut des obédiences, et je les mets toutes dans cette même situation, c'est un peu de recruter, parce que c'est un devoir, je pense, de chaque obédience d'apporter la lumière aux concitoyens, mais effectivement, des fois, le filtre fonctionne mal. C'est le moins ce qu'on puisse dire. Alors effectivement, c'est cette technique de cooptation qui consiste de coopter celui qui vous ressemble. Est un danger parce que ça finit, par exemple, où on peut arriver à trouver une loge où il n'y a que des gens du bâtiment. Oui. Ça, c'est la catastrophe. Je crois qu'effectivement, il a ça dit pour des francs-maçons, c'est pas non plus. Oui, elle était pas bonne. Elle était pas bonne. Elle est pas bonne, mais fait. Si c'est uniquement que des gens qui se préoccupent de spéculation immobilière, c'est peut-être un peu plus. Voilà. Et donc, je crois que c'est un risque qu'il faut effectivement éviter. Alors après, effectivement, il y a des frères et des sœurs certainement que l'on découvre progressivement qui n'ont pas leur place chez nous. Et je crois que là, il faut que l'obédience ait le courage de leur dire au revoir et bonsoir et merci de votre visite. Daniel Chevalier, je vous remercie de nous avoir accordé de votre temps. Et puis, à très bientôt peut-être dans une autre émission des Aventuriers de l'étrange, sans doute. Merci beaucoup, oui. Merci en tout cas pour vos réponses. Bonne soirée. Au revoir. Jean-Louis Cany, merci également de vous être déplacé jusqu'à nos studios. Peut-être à une prochaine fois, qui sait, peut-être vous retrouvera-t-on pour les phénomènes paranormaux vous intéressent par hasard Pas trop, je suis ce qu'on appelle un franc-maçon Anderson, très d'équerre. Bon, très bien, oui, c'est normal pour un maçon, si j'ai bien compris. Parfait. Voilà. Mais je serai, par contre, au festival du livre ésotérique de Condom. Très bien. Je vous rappelle que ça aura lieu les 17 et 18 juin, donc à Condom, dans le Gers, avec samedi soir une grande conférence donc sur la maçonnerie, plusieurs conférences sur l'alchimie, l'hermétisme également, et une grande exposition, sur l'histoire et le symbolisme des tarots. Ce sera dans le cloître de la cathédrale de Condom, les 17 et 18 juin dans le Gers. Sud Radio, samedi et dimanche, 22h minuit. Louis Bénédit, les aventuriers de l'étrange. Che Silorio Massarini, soutiene Retina Force. Il me reste 45 secondes pour conclure cette émission. J'espère que vous avez pris autant de plaisir que moi à la faire, que vous à l'écouter. On se retrouvera demain dimanche à partir de 22h jusqu'à minuit. Alors avec franchement 2 dossiers exceptionnels. D'abord, invité exceptionnel. Demain, nous allons avoir le grand plaisir de recevoir le docteur Raymond Moody. Qui est le docteur Raymond Moody ? C'est lui qui a redécouvert dans les années 75 aux États-Unis les expériences
expérience de mort imminente. C'est lui qui a découvert ce phénomène et qui l'a mis en lumière. Vous savez, ces personnes qui meurent comme ça tout d'un coup, qui se voient sortir de leur corps, rentrer dans un tunnel et être baignés dans cette lumière. Il sera présent demain soir dans Les Aventuriers de l'étrange. C'est un rendez-vous exceptionnel, ne le ratez pas. C'est quelqu'un vraiment de très très intéressant. Et deuxième chose exceptionnelle dans cette émission, eh bien ce sera les expériences de télépathie que je vous proposerai de vivre en direct. Je vais avoir le plaisir d'émettre des images à 4 reprises dans l'émission et vous serez, vous, derrière votre transistor à essayer de les capter et vous nous enverrez les résultats. Je suis sûr que parmi vous, il y a des gens qui ont des capacités psy qui s'ignorent. Bonne soirée à l'écoute des programmes de Sud Radio et rendez-vous demain pour les expériences et cette fabuleuse rencontre. Bonne nuit.